Si ça dure plusieurs mois, on risque de se retrouver avec une crise, une dépression au niveau mondial qui pourrait faire passer celle de 1929 pour un petit échauffement. Si ça se prolonge au-delà d'un an, alors on rentre dans l'inconnu total. Dans l'inconnu total. Et je dis un an, c'est pour avoir un ordre d'idée. Si ça se trouve, c'est 10 mois, si ça se trouve, c'est 14 mois ou 15. Bon. Déjà, rien que 2 mois, c'est un prix du pétrole, un prix du baril qui monte à 150, $200. Donc, concrètement, pour le ménage français moyen, c'est des centaines d'euros de pouvoir d'achat perdu par mois. C'est que c'est pas juste que notre système va subir des crises. C'est que le système lui-même est en crise. Et que le système lui-même ne va pas continuer comme ça. Il va se disloquer. Et ça, c'est l'autre réveil de se dire ça ne peut pas s'organiser chacun de son côté. Arthur Keller, bonjour. Bonjour Cyrus. Arthur, tu es expert en sécurité globale des territoires et organisations face aux risques systémiques. Alors en français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu travailles à préparer les acteurs sur exactement le genre de situation qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà. Alors, ça ne se limite pas à la guerre en Iran. Voilà. Entre autres. Ça fait longtemps que dans tes conférences, tes séminaires, tes formations, tu parles de choke point. Donc là, on en a l'illustration, pas seulement avec le détroit d'Ormuz, mais aussi l'Iran menace de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, donc une autre artère stratégique avec la mer Rouge. Ouais. Depuis longtemps que tu préviens de risques d'affrontement armé avec la Russie, et ce à une époque où ça paraissait totalement lunaire, genre milieu des années 2010. Ça fait quand même un bout de temps, et à l'époque, ça paraissait... Oui, Russie et Ukraine, je précise. Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, c'est de ça dont on va parler. Est-ce que ça y est, c'est l'effondrement? Est-ce qu'on est dans une crise systémique? C'est quoi quand même nos leviers d'action? On va aussi parler des enjeux écologiques derrière tout ça, parce que... des enjeux écologiques. Alors, je crois que c'est plus un sujet, en fait. Apparemment, c'est plus un sujet. Et on verra quand même les sous-jacents qu'il peut y avoir dans tout ça, parce qu'il faut pas les oublier. C'est aussi un sujet sur lequel tu travailles énormément depuis toujours, en fait. On va parler de la biosphère dans tout ça. Mais avant ça, justement, on vit le genre de choses sur lesquelles tu préviens depuis bien longtemps. Est-ce que tu as un don ou est-ce que tu as juste eu du bol? Alors du bol, parce qu'il y a eu Trump, il y a Poutine, il y a Netanyahou, et voilà, tu as eu un coup de bol, quoi. Je n'ai pas de don, pas que je sache. Pas celui-là, en tout cas. J'ai un cerveau un peu bizarre qui a des petits super pouvoirs et qui a des gros problèmes de l'autre côté. Voilà. Ça se mélange bizarrement. Mais non, bon, évidemment, j'ai pas de boule de cristal. J'ai élaboré des scénarios qui étaient cohérents avec une idée générale de la dynamique du système, et je voyais bien qu'il y avait un certain nombre d'enjeux critiques, qu'il y avait un certain nombre de lieux peut-être où il était plus probable que ça arrive que d'autres. Après, bien évidemment, je ne suis pas prospective. Je m'amuse un peu à faire de la prospective, mais je ne suis pas prospectiviste de métier, et surtout pas sur ce type de questions. Je suis pas non plus géopolitologue, et je ne prétends pas l'être. Donc, il n'est pas question de dire, oui, mais je l'avais prévu, etc. Non, je l'avais pas prévu. J'avais simplement eu, effectivement, un peu de bol. Oui, effectivement. Donc, ça faisait longtemps que je disais que je voyais clairement qu'il y avait un risque, entre la Russie et l'Ukraine pour plein de raisons. Et juste pour l'anecdote, je dis ça sans en dire trop, mais juste pour l'anecdote, j'ai un ami personnel qui travaillait pour les renseignements, il me dit qu'il y travaille plus, mais est-ce qu'il faut que je le croie? J'en sais rien. Qui travaille pour les renseignements, et je lui ai posé la question un mois avant l'opération militaire spéciale en Ukraine de Poutine. Un mois avant à peu près, je lui ai posé la question, ce qu'il en pensait, ce qui se disait dans leur service. Évidemment, il pouvait pas me révéler des secrets, mais globalement, est-ce qu'il pouvait me dire un petit peu ce qui se disait? Et il a été extrêmement clair sur le fait que non, Poutine n'attaquera pas, c'est que du bluff, il n'a absolument aucune raison d'attaquer, il a tout à y perdre. Voilà. Et j'ai eu cette conversation un peu, pour reprendre ton mot, un peu lunaire avec cet ami qui est beaucoup plus compétent que moi sur le sujet, même si lui-même c'était pas un spécialiste de la Russie, mais malgré tout, il est compétent, il est en lien avec des gens très compétents sur le sujet et très renseignés, et je prétends pas être plus renseigné qu'eux, ou plus compétent qu'eux, tu vois, c'est pas du tout ça le sujet. Non, je ne le suis pas, et pourtant, dans cette conversation, je lui disais, moi je sens qu'il va attaquer. Je sens que c'est le moment. Donc là, je te parle de un mois avant que ça se passe. Je sens que c'est le moment, et je vois qu'il a toutes les raisons de le faire, contrairement à ce que tu me dis. Il me dit, mais comment ça? Et je lui explique, mais c'est un tsar, il veut marquer l'histoire. Et il est prêt, comme les Russes sont prêts à le faire des fois. Dans l'histoire, ils l'ont déjà prouvé. Il est prêt à se tirer une balle dans le pied s'il a le sentiment que
en contrepartie, ses ennemis idéologiques, eux, c'est une rafale qu'ils vont recevoir. Et bon, voilà, on a eu cette conversation. Et puis un mois plus tard, j'ai reçu un SMS de cet ami qui me disait bon, t'avais raison. Mais le fait d'avoir raison, j'en tire pas fierté, c'est pas le truc. C'est simplement que voilà, c'était ce genre de choses. J'ai eu un peu de peau, voilà, mais c'était cohérent. Y compris aujourd'hui Hormuz, et je suis pas le seul à alerter sur le blocage possible du détroit d'Hormuz. Hein. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est une possibilité. Mais c'est vrai que depuis 2017 à peu près, j'ai écrit un rapport en 2020 sur la résilience de la ville de Bordeaux, et j'en parle dedans. Il y a un passage où je parle du blocage du détroit d'Hormuz. Voilà, c'est quelque chose. On savait que c'était un risque, mais pour moi, c'est pas un risque au sens de ça pourrait éventuellement se passer. C'est un risque au sens de ça va arriver. C'est juste qu'on sait pas quand, comment. Et évidemment, je pouvais pas dire quand, comment. Ça arrive un peu trop tôt à mon goût, je dois vous avouer. Mais globalement, voilà, oui, c'est plus du pot, mais c'est cohérent avec une logique d'ensemble. C'est le résultat, alors un peu intuitif, que voilà, c'est dans les prochaines décennies et c'est pas en 2100 que ça va arriver. Et c'est le résultat de toute une méthode, alors d'analyse de beaucoup de tendances. Alors la première conférence de ta part que j'ai vue, c'était en 2019, et alors elle faisait 3 heures. Alors tu parcours un nombre énorme de sujets, à la fois écologiques, économiques. C'était autre chose. Énormément de sujets sur lesquels manifestement tu t'es beaucoup renseigné. Alors je pense que dans ta méthode, il y a aussi un espèce d'état d'esprit, c'est-à-dire ne pas se bercer d'illusions, ne pas se dire c'est parce que je souhaite que ça se produise que ça va se produire, ne pas s'interdire d'imaginer le pire sans aller trop dans le macabre. Déjà il y a cet état d'esprit-là. Mais après, pour ceux qui nous regardent, comment tu fais pour te renseigner, enfin ta méthode pour réunir de l'information sur tout un tas de sujets, faire les liens entre eux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passionnés et voudraient faire de même pour aussi pouvoir anticiper les choses. Je ne suis pas un exemple à suivre. Je suis pas un exemple à suivre pour 2 raisons. Un, j'ai une forme d'esprit qui est tout à fait particulière et je suis pas le seul à avoir cette forme d'esprit-là, mais c'est pas forcément reproductible par d'autres qui n'ont pas le même fonctionnement. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Et 2, parce que je manque de méthode. Je suis alors quand je dis ça, attention, je suis dans la méthode, dans le raisonnement, je suis extrêmement rigoureux et extrêmement exigeant sur la rigueur de la méthode. Mais quand je dis je manque de méthode, c'est pour ma bibliographie. Là, effectivement, je n'ai pas une bibliographie organisée. Je n'ai pas tout classé, etc. Et j'avoue que c'est un tort parce que j'ai compté un peu trop peut-être sur mon excellente mémoire, qui n'est plus excellente. Qui l'a été, mais qui ne l'est plus. Voilà, l'âge, je sais pas quoi d'autre, la fatigue, tout un tas d'autres choses, qu'il faut que je commence à oublier des choses ou à ne plus me savoir, mince, où c'est que j'ai lu ça, et ça c'est un peu dommage de ne pas avoir tout consigné dans une bibliographie organisée. Cela dit, pour revenir à la première partie, mon cerveau, lui, il est organisé. Et moi, mon cerveau fonctionne une espèce de mind mapping permanent. Donc j'ai un raisonnement qui est en arborescence, et je raisonne systématiquement quand je prends un thème. Il y a une arborescence qui se crée, des différentes manières, différents prismes de développer ce thème, des différentes dimensions qu'il faudrait chercher à creuser. Et puis ensuite, je fais ça avec un autre thème, et ensuite, un peu comme des synapses, quoi, les trucs se relient, et des fois c'est très clair, des fois c'est un peu plus nébuleux, un peu plus intuitif, mais je relie comme ça les informations. Là où j'ai un mini super pouvoir, évidemment je plaisante quand je dis ça, mais là où j'ai une capacité qui est pas si évidente, j'ai l'impression pour beaucoup de gens, c'est une capacité sans doute de plasticité cérébrale, parce que ce que moi je fais depuis des années, c'est que au fur et à mesure que je lis, j'update les choses, et je remets en question ce qui doit être remis en question. Je n'ai pas de problème à aller chercher dans le bon tiroir, quelque part, dans l'organisation des pensées, aller chercher le bon tiroir, dire, OK, ça, c'est obsolète, on l'oublie. Voilà. Ou ça, il faut remplacer ça. Ça, je m'étais trompé. Ça a été débunké. Ça, c'est pas bon. Voilà. Et en permanence, j'essaie de faire cette mise à jour. Elle est peut-être pas parfaite, mais globalement, voilà. Alors que je vois que les gens ont beaucoup de mal à admettre ou à admettre qu'ils ont eu tort ou qu'ils avaient pris une information qui était mauvaise. Et surtout, c'est pas juste l'admettre, c'est derrière, une fois qu'il y a eu ça, à véritablement se remettre à jour. Et typiquement, c'est un grave problème. Mais ça, c'est peut-être un sujet connexe, on va pas le développer. Je dis juste ça, après je te redonne la parole. Il y a un grave problème dans les gens qui sont noyés sous des flux d'informations. On peut dire qu'on est tous dans ce cas-là. Mais malgré tout, on choisit tous plus ou moins la nature des flux d'informations. Il y a des gens qui sont dans une posture un peu spécifique. Il y a des métiers en particulier qui sont particulièrement soumis à ça. Je pense qu'on peut compter dans ces métiers les journalistes et les décideurs politiques. Et puis sans doute quelques autres personnes. Des gens qui sont noyés sous des flux d'informations qu'ils doivent plus ou moins traiter,
Et là-dedans, ils doivent récupérer des informations dans le flux, et ils doivent essayer d'en tirer des conclusions, et ils doivent faire quelque chose sous un format. Est-ce que c'est une émission de radio? Est-ce que c'est une émission de télé? Est-ce que c'est un article qu'ils vont écrire? Et une fois qu'ils l'ont fait, ils passent à autre chose. Ils peuvent pas rester trop de temps sur ce truc-là. Il faut passer à l'autre sujet, autre chose. Et en faisant ça, ces gens-là ont énormément de mal. Quand ils voient une information qui remet en question en profondeur beaucoup d'autres informations dans le passé, ils ont beaucoup de mal à la hiérarchiser différemment des autres. Ils ont beaucoup de mal à opérer ces remises en question, à comprendre que, en fait, ça remet en question ça et ça. Non, ils vont continuer à mettre côte à côte des choses qui ne sont plus cohérentes et à ne pas savoir replacer tout en haut de la liste, si tu veux, des choses qui sont fondamentales et structurantes. Et donc, on en arrive à quoi? Je te donne un exemple. Toi, tu connais Joseph Tainter. Tout à fait. Je l'ai même interviewé précédemment sur un podcast précédent. Ouais. C'est vrai. Sur l'effondrement des sociétés complexes. Il prend l'exemple de l'Empire romain d'Occident, des Mayas, une vingtaine d'exemples pour éprouver une thèse sur l'effondrement des sociétés complexes. Sociétés complexes. Le mot a son importance. Il faut savoir, de quoi on part d'où on se place pour définir cette notion de complexité qui est un peu spécifique, qui est proche de la notion en dynamique des systèmes d'ailleurs. Bon, lui, c'est pas un dynamicien des systèmes à la base. Joseph Tainter, son bouquin de 87 ou 89, un des bouquins de référence, quoi. Carrément. Vraiment, voilà. Et Joseph Tainter, un grand penseur. Bon, mais bref. Donc, un jour, j'ai un ami à moi qui n'est ni journaliste ni politicien, mais qui, quelque part, comme les journalistes et les politiciens, c'est quelqu'un qui lit, alors à une vitesse impressionnante, qui a une mémoire, une érudition, une culture absolument impressionnante, et qui bouffe du bouquin. Il lit minimum 2 bouquins par semaine depuis 30 ans, quoi. Je sais pas comment il fait. Et parce que moi, malheureusement, ça, ce super pouvoir-là, je l'ai pas. Et donc, un jour, on se voit, sachant qu'il habite en Angleterre, et il me dit, alors, raconte-moi où t'en es, mes sujets, tout ça. Il me dit, bon, alors, si je devais lire un livre, ça serait lequel? Un livre. Puis là, spontanément, je me dis, Joseph Tainter. Allez, vas-y, lis Joseph Tainter, les fondements des sociétés complexes. Ok, et tout. Il le met dans sa liste de lecture. Puis voilà, et puis c'est tout. Et puis on en reparle peut-être 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, on se revoit et je lui dis, dans la conversation, je lui dis, dis donc, j'avais conseillé un bouquin, tu l'as lu ou pas? Rappelle-moi, Joseph Tainter, les fondements des sociétés complexes. Alors Joseph Tainter, elle me dit, attends 2 secondes. Il reprend sa tablette et là il a tous les bouquins qu'il a lus depuis. Il y en a, je sais pas, 30, 40, 50, 60, je sais pas combien il y en a. Alors il remonte. Ah voilà, c'est ça, fondement. Alors il regarde, il ouvre parce qu'il a quelques notes, il fait. Ah ouais, ça y est, je le remets. Excellent, vraiment excellent. Et c'est tout. Et rien. Ouais. Et juste après, il a lu un bouquin, je sais pas, sur les Mayas. Et puis juste après, il a lu la biographie de Bill Gates. Et puis juste après, il a lu je ne sais pas quoi. Alors qu'on parle pas des mêmes choses. Alors peut-être pour ceux qui n'ont pas lu le livre, au centre de ce bouquin, la thèse centrale, c'est que l'effondrement des sociétés complexes, et peut-être la nôtre, dans laquelle on vit. D'ailleurs, il est prudent sur l'emploi du terme civilisation. Il dit c'est un jugement de valeur, on parle de société. Au centre de tout ça, il y a la diminution des rendements marginaux décroissants dans l'investissement dans la complexité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire au début d'une société, on investit peu dans la complexité et on obtient beaucoup. Voilà, il faut investir peu pour obtenir les premières années de gain d'espérance de vie ou pour avoir, de l'eau propre, la santé publique, c'est pas très cher. Passer d'une société illettrée à une société assez alphabétisée, tout ça, c'est pas cher. Et puis plus le temps passe, plus il faut mettre beaucoup pour obtenir de moins en moins. Voilà. Je vous invite à explorer cette grille de lecture et à voir en quoi dans tous les sujets, que ce soit sanitaire, économique, militaire, énergétique, il faut de plus en plus d'énergie pour avoir de l'énergie. Bon, en quoi ça s'applique, éventuellement en quoi ça s'applique pas, et en quoi ça pourrait aussi mener à notre perte à nous. Donc c'est une grille de lecture quand même assez utile. Donc pour moi, c'est pas juste un bouquin qu'on lit comme ça. Allez hop, je passe ensuite à la biographie de Bill Gates. C'est ça. C'est quand moi j'ai lu Joseph Tainter, ça fait partie de ces bouquins qui ont remis en question un certain nombre de choses. Ouais, ça a changé légèrement ma vision du monde. Et quelqu'un devrait pouvoir hiérarchiser en disant « Ah, ça, c'est particulièrement important. » Non, c'est juste un truc intéressant, parmi d'autres trucs intéressants. Voilà. Et donc, on a ce problème avec tous ces gens qui savent plus hiérarchiser les données parce qu'il y en a trop, ou les informations. Et au final... Tainter, peut-être Meadows aussi, c'est ce qu'on peut quand même caractériser comme une pensée systémique. Penser le système, le modéliser, le réfléchir avec des méthodes différentes. La dynamique des systèmes avec des équations côté Meadows, une approche plutôt historique côté Tainter, anthropologique. Ouais. Ok.
Fort bien. Eh ben Arthur, alors concrètement, est-ce que ça y est, c'est l'effondrement là? Parce que ça fait un moment qu'on en parle, mais au final, le système se révèle quand même plus résilient que des gens comme nous auraient pu l'imaginer, faut aussi être honnête. La récession mondiale de 2008, alors ça a dégradé le système, mais on est plus ou moins retombé sur nos pattes. Le Covid, la guerre en Ukraine, est-ce que on est sur une dégradation lente? Est-ce que l'effondrement a déjà commencé? Ou est-ce qu'il commence là, maintenant, ça y est, le détroit d'Ormuz, c'est bon? Ouais. Ok. Là, je vais essayer de donner quelques éléments de réflexion là-dessus. Pas de réponse, de réflexion. Déjà, je te remercie Avant de passer à ça, je voulais quand même passer totalement autre chose. Je te remercie de remarquer et de faire remarquer peut-être à ceux qui regardent qu'effectivement, je fais partie quand même des gens qui alertent sur ces sujets depuis longtemps. Mais que c'est pas simplement alerter. Tu l'as dit aussi, mais je le précise tout de même. Souvent, ce que les gens voient de moi de l'extérieur. Alors, il y a des gens qui n'ont compris que la systémique. Ils ont vu, Arthur Keller, c'est la systémique. Ouais. Alors, la systémique, c'est pas mon sujet. C'est la méthode que j'utilise pour aborder, pour étudier mon sujet, qui sont les risques qui pèsent sur les sociétés modernes, les vulnérabilités de ces sociétés et comment on peut se préparer à des risques de rupture, des ruptures de continuité. Voilà. Donc on est typiquement, effectivement, Hormuz, ça peut potentiellement, et je vais y répondre, aller vers ça. On verra jusqu'où ça va. Mais je prépare à ça. Et quand je dis je prépare, c'est-à-dire que au-delà de toutes les conférences que je donne, dans les conférences, le but d'une conférence, c'est de donner les grands éléments principaux. Éveiller. Voilà, éveiller, déclencher quelque chose, une envie d'aller plus loin et donner des clés, effectivement. Mais ça reste des principes assez généraux. Mais moi, je fais tout un tas d'autres choses à côté. Je construis avec des élus, je crois que tu l'as vite fait dit. Je construis avec des entreprises, des fois, des stratégies, quoi. Je conseille et on est vraiment dans le concret. Et bon, bref. Mais il y a des gens donc, qui n'ont pas compris ça, qui n'ont pas compris que je faisais pas que de la systémique ou que je faisais pas du constat, mais que j'étais extrêmement riche de propositions. Et le truc, c'est vrai que c'est pas ce qu'on trouve sur Internet quand tu fais une recherche. Mais qu'est-ce qui est filmé? Ce qui est filmé? La conférence des constats. Oui. Alors, il n'y a pas que des constats dans ma conf. C'est la première partie de ma conf. Mais souvent, c'est ça qui marque le plus, effectivement. Puis surtout, c'est le début. C'est ça. Donc, c'est ce que les gens le voient le plus. Et les gens retiennent souvent que ça. Mais non, ça, c'est juste le préambule à mon travail. Le problème, c'est que quand je travaille avec des élus ou avec des décideurs, ça, c'est jamais filmé. Voilà. Bien sûr. Mais je passe mon temps, en fait, à faire de la proposition concrète. Bon, mais je voulais donc te remercier de l'avoir noté et de me permettre de le dire parce que c'est un petit peu frustrant de ne pas être très identifié. Il y en a qui l'ont fait, mais ne pas être très identifié en ce moment comme une personne ressource un peu clé là-dessus, comme étant un des ceux qui ont alerté sur ce type de danger et surtout un des très 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 rares qui propose quelque chose de concret sur comment on peut passer ce type de cap. Voilà. Bon, donc merci. C'est vrai, je sais que on se connaît depuis un certain temps et merci de remarquer ça. L'effondrement. Je n'aime pas être assimilé à ce truc-là. J'ai déjà dit dans le passé, je suis pas collapsologue, etc. Et pour moi, l'effondrement, c'est une notion du futur. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans un futur lointain, si on regarde rétrospectivement sur ce qui se sera passé dans les années et les décennies qui viennent, peut-être que ça aura de loin une forme d'effondrement. Mais en fait, pour nous, dans notre vécu, à notre échelle de temps et d'espace, ça va pas être un effondrement. Il va peut-être y avoir des effondrements, mais le grand effondrement, ça n'a pas de sens. Voilà, il va y avoir, selon moi, ça n'a pas de sens. Je peux me tromper. Il va y avoir, je pense, des choses qui vont s'effondrer. Par exemple, l'économie mondiale. Par exemple, un certain nombre de choses qui dépendent de cette économie mondiale. Par exemple, des flux d'approvisionnement, avec tout ce que ça implique derrière, etc. Mais bon, voilà. Donc, je parle pas de l'effondrement. Et éventuellement, on peut parler de risque d'effondrement au pluriel. Et est-ce qu'on y est? Nous verrons bien. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été extrêmement prudent. Justement pour pas aller trop vite en besogne, parce que je pense que quelqu'un qui tout de suite, tu vois, on a vu ça, je pense que tu t'en souviens, on a vu ça quand il y a eu la Covid, on avait à peine le premier confinement où il y a eu un petit vent de panique pendant un moment, c'était je crois en mars boursier 2020, il y a eu et moi-même je l'ai vécu ce moment, je l'ai vécu on a pris la bagnole et je dis on va faire des courses, quoi. Voilà. J'avais 2-3 réserves, mais c'était pas assez. Donc, vite, on va faire des courses. J'ai eu ce moment un peu de, mon Dieu, est-ce qu'on est dans World War Z, World War Z, là, machin. Bon, bref. C'est une réaction quelque part rationnelle. On n'avait jamais vécu. On se rend pas compte des ruptures d'approvisionnement qu'il peut y avoir, aller faire quelques stocks. Et en plus, les gens ont fait la queue plutôt de manière, pacifique. Je sais qu'il y a eu des heurts plus tard, mais bon, ça va. Globalement, les gens ont été civilisés. Bon. Globalement, c'est la tête. Et donc, à ce moment-là, très rapidement, on a eu des gens collapso qui se sont mis à dire, ça y est, c'est l'effondrement, ça y est, etc. Et moi, je me souviens avoir reçu un appel
crois que c'était TF1, mais j'ai un doute, mais il me semble bien que c'était TF1, qui faisait une émission sur le truc. Ça faisait 15 jours qu'il y avait un confinement, et il me dit, on aimerait bien que vous veniez pour nous expliquer quelles conclusions on peut tirer de ce qui se passe. Quelles conclusions? Je dis, mais on en reparle dans 5 ans. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, tes conclusions? Attends, donc ça n'a pas de sens. Et l'actu, la réaction à chaud, ça n'a pas de sens. Donc moi, j'ai toujours été déjà très, donc je vais pas te dire oui, non, parce que ce n'est pas déjà dans ma façon de faire. Je pense que c'est c'est pas très responsable, en fait, de trop se prononcer. Par contre, ce que je peux dire, en raisonnant sur les probabilités, c'est une façon de parler non plus, parce que je parle pas au sens où on pourrait les calculer mathématiquement, mais en fond, des possibilités, des plausibilités, allez, tout ça c'est des mots pas exactement les mêmes, mais c'est pas grave, et en faisant de la prévention de risque. Ce qui est en train de se passer à Hormuz a déjà à certains égards, mais va déclencher une crise très grave, quoi qu'il arrive. Parce que ce n'est pas, même si Bab el-Mandeb n'était pas bloqué, même si Hormuz était débloqué demain matin. Parce que c'est pas que le blocage du détroit, tu sais aussi que c'est la destruction d'un certain nombre de sites de production ou de gaz, de pétrole, machin, pas qu'en Iran. Et donc ça veut dire plusieurs pourcents de l'approvisionnement pétrolier et gazier mondial amputé pendant plusieurs années. Parce que c'est des destructions. De ce que j'ai compris, 3 à 5 ans. Voilà. Ce que j'ai compris. Donc c'est pas rien. Donc de toute façon, là, si demain matin tout s'arrêtait, hop, retour à les petits oiseaux qui font cuicui, de toute façon, on se prend 3 à 5 ans difficiles, de ce que j'ai compris. Et rien que ça, selon certains, c'est un choc pétrolier beaucoup plus grave que ce que le monde a connu en 73-79. Je ne fais que reprendre les arguments de l'Agence internationale de l'énergie, qui nous prévient que le choc pétrolier les chocs pétroliers des années 70, c'était environ une baisse de l'offre de pétrole de l'ordre de 5 millions de barils par jour, et que là, on s'achemine vers plutôt du 13 millions de barils par jour en moins. Voilà. Donc, de toute façon, demain, tout revient à la normale, au niveau du détroit, j'entends. Pour le monde, il va y avoir des chocs. Et les gens, je pense aujourd'hui, la plupart le savent, mais peut-être qu'il y en a plein qui n'ont pas encore suffisamment suivi ça pour l'avoir compris. Les derniers bateaux, alors méthaniers et bateaux pétroliers, les derniers bateaux qui ont passé le détroit d'Ormuz à destination de l'Europe sont arrivés en Europe ce week-end. Ouais. Donc je dis ça, enfin je sais pas quand la vidéo sera publiée exactement, mais en tout cas quelques jours avant quand on enregistre, aux alentours du 10-11. Nous sommes le 15 avril. Du 10-11 avril. Okay. Voilà, c'est arrivé là. Donc les problèmes vont commencer. Jusqu'à présent, c'était des problèmes d'anticipation par le prix, par les réseaux bancaires, financiers, les bourses, voilà. Mais le marché. Mais ça va maintenant devenir autre chose. Si ça se prolonge, encore quelques semaines, ça va simplement aggraver considérablement cette crise. Si tant est qu'il n'y ait pas encore d'autres bombardements d'autres sites, qu'il n'y ait pas le blocage du Bab el-Mandeb, ou je ne sais quoi encore. Bon, voilà. Donc, à la base, si ça dure juste comme ça, sans rien changer de fondamental, encore quelques semaines, ça ne fera que approfondir cette crise. Et disons, pour schématiser, si le détroit reste bloqué 1 mois de plus, derrière, les disruptions vont pas durer 1 mois de plus. C'est 1, 2, 3 ans de plus. Voilà. Exactement. Combien, je peux pas le dire, personne ne peut modéliser ça, mais c'est de cet ordre d'idée, quoi. Si ça dure plusieurs mois, on risque de se retrouver avec une crise, une dépression, au niveau mondial, qui pourrait faire passer celle de 1929, pour un petit échauffement. Voilà. Donc ça dépend à quel niveau, parce que de toute façon, faut pas comparer, les choses ne sont pas comparables, c'est pas la même société, et les impacts sont pas exactement les mêmes. À certains égards, nous serons plus résilients. À d'autres, peut-être moins. C'est-à-dire, au lendemain de 1929, et même au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et même au lendemain des chocs pétroliers des années 70, on restait dans une société où il y avait du potentiel de croissance de 4, 3, 2% par an. Là, aujourd'hui, on est structurellement sur de la croissance faible dans un... Ok, voilà. Ça c'est encore autre chose. Ça c'est sur les capacités de rebond qui sont considérablement amputées aujourd'hui par rapport aux crises du passé. Voilà. Mais cela dit, c'est pas pour ça que, tu vois, on a des images des gens qui crevaient de faim dans la rue aux États-Unis en 1929 après le Jeudi Noir. C'est pas forcément ce qui va arriver partout dans le monde. Mais malgré tout, la crise va être d'une ampleur et d'un impact majeur. Si ça se prolonge au-delà d'1 an, alors on rentre dans l'inconnu total.
dans l'inconnu total. Et je dis un an, c'est pour avoir un ordre d'idée. Si ça se trouve, c'est 10 mois, si ça se trouve, c'est 14 mois ou 15. Bon. Déjà, rien que 2 mois, c'est un prix du pétrole, un prix du baril qui monte à 150, $200. Donc, concrètement, pour le ménage français moyen, c'est des centaines d'euros de pouvoir d'achat perdu par mois, pas sur une année. Voilà, c'est ce genre d'impact qu'on... Oui, mais on verra. On verra jusqu'où on a la chance d'être dans un pays qui a encore un petit peu de marge de manœuvre. On en parlera. Encore un peu, parce que on est totalement, évidemment, pris par les cocognettes, par les gens qui font de la dette, par le service de la dette, quoi. Mais bon, passons. On a quand même encore quelques marges de manœuvre. Tout dépend des choix qui seront faits. C'est-à-dire qu'il est possible que pendant longtemps encore, le Quidam, au-delà d'un prix à la pompe un peu supérieur, ne ressente pas de pénurie. Voilà. Mais de toute façon, il va manquer d'un certain nombre de choses. Donc si c'est... Peut-être que le choix sera fait de privilégier l'approvisionnement des stations-service pour le grand public. Et auquel cas, ce sont des industries ou ce sont des secteurs qui vont manquer d'un certain nombre de matières premières et notamment de pétrole ou de carburant. Voilà. Ce sont des choix à faire. Ou alors, ils font rien. Ou alors, ils font le choix contraire. C'est-à-dire, ils laissent les prix monter à la pompe et écraser les plus pauvres, quelques pénuries et puis que les gens se démerdent, que les gens se réorganisent et puis peut-être débloquer quelques aides pour aider les ménages qui sont en grande difficulté vis-à-vis de ça, pour passer la crise en espérant qu'on retourne à la normale le plus vite possible. Mais surtout, on change pas le système, on profite pas de la crise pour remettre en question quoi que ce soit. Et puis peut-être ils ne font rien, ils vont laisser le marché opérer. Et alors là... Donc ça, c'est une régulation par le marché. Toi, ça fait longtemps que tu parles de la régulation par le rationnement, c'est-à-dire privilégier tel secteur, privilégier telle classe sociale, privilégier tel... Ce qui d'ailleurs, en temps de guerre, se fait. C'est comme ça que l'Angleterre a tenu dans la Deuxième Guerre mondiale, donc privation quasi totale de pétrole, et c'était vers la fin que les infirmières et les docteurs et les pompiers et les services absolument essentiels qui avaient droit au carburant. Là, je sais pas si on a encore ce logiciel qu'on peut activer. Tu dis, je sais pas si on a encore ce logiciel. On l'a jamais eu en France. Ça, c'est un logiciel britannique. Tu fais référence. Ouais. Ah ouais, le rationnement, on a rationné nous aussi pendant l'occupation en France. Oui. Mais ce que je veux dire par là, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de rationnement en France. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'imaginaire et la façon dont ça a été vécu et l'imaginaire collectif du rationnement en France, c'est les tickets pour aller acheter de la bouffe, c'est la faim, c'est des choses qui sont très 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 pénibles. Dit rationnement, les gens. Ouais. En Angleterre, c'est pas pareil. C'est vrai. En Angleterre, il y a eu quelque chose d'assez noble, faut bien le dire. Churchillien peut-être un peu, mais pas que, c'est pas que lui non plus, qui était que dans le rationnement, il y avait une façon de se partager équitablement le fardeau. Entre riches, entre pauvres. Et il y a eu une espèce de solidarité nationale et pour le reste du monde qui était attaqué par les nazis, tout ça, solidarité contre les nazis. Une solidarité qui s'est faite et les gens ont accepté de faire des efforts. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour beaucoup d'Anglais. Que le rationnement. Tu vois, c'est totalement différent. Et c'est vrai. Dans l'imaginaire collectif, peut-être ça amène à ma question suivante, c'est est-ce que tu imagines après soit le choc actuel, soit en général dans cette succession de chocs, une sorte de sursaut salutaire à un moment, ou est-ce qu'on va s'enfoncer toujours dans plus de rapports de force? Disons pour la France déjà, peut-être, qui nous concerne plus directement. Bien sûr. Et puis moi non plus, une fois de plus, je suis pas un spécialiste des autres pays. Même s'il y a beaucoup de choses que je dis qui sont applicables un peu partout. Alors sursaut. Alors attends 2 secondes, parce que tout à l'heure tu m'as parlé de rebond. C'est pas pareil que sursaut. Alors, allons-y. Alors le rebond, juste pour dire ça, tu as raison quand tu dis que nous avions des marges de progression dans le passé. On a pu rebondir parce qu'il y avait des marges de croissance. Il y avait des marges de développer un certain nombre de marchés, un certain nombre de secteurs. On avait une population jeune. Des innovations. Il y avait le baby boom. Il y avait aussi le fait qu'on a mis les femmes au travail. Avant... Non, alors oui, du coup, t'as x2 quasiment en population qui s'est mis à travailler. Magique, 30 glorieuses et compagnie. Aujourd'hui, on va pas mettre au travail le 3e sexe parce qu'il y en a que 2. Alors, je ne veux pas faire des
des raccourcis sur la question des genres et tout ça. Ce n'est pas le sujet. N'ouvrons pas ce chapitre. Non, ce n'est pas le sujet et je ne veux pas, c'était pas du tout ce que je voulais dire par là. Avec tout le respect qu'on a pour ce sujet, mais on va pas... Voilà, ce n'était pas ma façon de dire, il y a des hommes, des femmes et rien d'autre. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais j'espère que les gens m'auront compris. Effectivement, voilà, on a déjà mis tout le monde au travail. Donc, il n'y a pas les marges de manœuvre à ce niveau-là. Accessoirement, sur les ressources, sur les flux tendus déjà, sur le fait qu'on est déjà tiré au max et optimisé au max, nous n'avons presque plus aucune marge de manœuvre pour rebondir en termes de flux d'énergie et de matière et en termes de ressources, tout simplement. Donc, les conditions d'un rebond qu'il y a eu dans le passé ne sont pas réunies aujourd'hui, en tout cas pas de la même manière et pas avec autant de marge de manœuvre, etc. Donc, mais tu vois, rien que ça, c'est un impensé. Alors, je sais pas. Les macroéconomistes, les experts type Cour des comptes ne projettent plus des scénarios de croissance à 2-3% dans les prochaines décennies. Ça, alors, je crois quasiment plus. Ça dépend admis que l'avenir sera au moins croissance 0,5, 1% par an. Donc là-dessus, oui, là quand même le consensus. Enfin, il y a qu'à regarder. Enfin, c'est logique, quoi. Le taux de croissance ne fait que diminuer. Non, mais attends, que ce soit logique, oui, mais que du coup, tu me dis que c'est considéré comme tout le monde est plus ou moins d'accord maintenant chez les économistes, je suis pas sûr. Tout le monde, je sais pas, mais vraiment, pour un sujet que je suis davantage, mais comme le système énergétique des travaux de RTE, il se source on va dire, d'une sorte de consensus macroéconomique et il projette genre 1% de croissance du PIB sur les 20 prochaines années. Bon, voilà, c'est plutôt plus lucide alors moi, je pense que ce sera plutôt autour de 0, mais au moins, ils disent pas 2 ou 3, voilà. Oui. Ce qui est déjà un autre monde. Moi, je pense que ce sera autour de moins X. Voilà. Mais ce qui change tout d'ailleurs. Sur la capacité à payer notre dette, mais ouais. Alors ça change tout. Donc capacité de rebond fortement amoindrie. Voilà, on est d'accord. Fortement amputée. Ouais. Et ce que je dis, j'espère qu'on va parler quand même de ce qu'on peut faire, parce que là, pour le coup, c'est pas que des trucs négatifs, et on va encore me reprocher, un truc à l'air, il donne pas de solution, et puis ça plombe tout le monde. Non, restez jusqu'au bout, si vous voulez. Donc, non, alors, l'idée, effectivement, c'est de dire que ça, c'est sur le rebond qu'on a amputé. Et après, il y a l'histoire du sursaut. Tu me dis, c'est quoi ta question? C'est, est-ce que va y avoir un sursaut? Alors, dans tes titres, sur les réseaux sociaux, etc., tu m'as catalysé un sursaut. Voilà, c'est quand même un objectif affiché de tes interventions, et de tes, interventions, pas tout de suite après la conférence, mais c'est une première étape. Et après, j'imagine, quand tu continues à travailler avec tes acteurs, catalyser un sursaut. Bon, j'imagine, étant réaliste, qu'il y aura pas forcément de sursaut tant qu'il n'y a pas de crise. Enfin, c'est dos au mur qu'on réagit. Donc là, voilà, est-ce que tu imagines que ça pourrait se produire ou et qu'est-ce qu'un sursaut? Qu'est-ce qu'un sursaut? Alors exactement. Voilà. Et qu'est-ce qu'une crise? Je suis même pas sûr qu'il y a un truc. Il me semble que tu l'as évoqué tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'on en ait vraiment parlé sur. Je crois pas sur. Est-ce que c'est une crise systémique en fait? En fait, il y a crise systémique et il y a crise systémique. Et d'ailleurs, il y a même encore des trucs bien spécifiques qu'on peut appeler des risques systémiques ou des crises systémiques. Par exemple, en finance, il y a un truc qui s'appelle les risques systémiques, mais c'est encore une acception très spécifique à un domaine. Non, mais de manière plus large, toutes les crises qui touchent des pans entiers du système ou toute l'économie machin, on peut le dire que ce sont des risques systémiques parce qu'ils touchent tout le système. Bon. Mais il y a encore le niveau supérieur. Il y a le risque de rupture systémique. Le risque où le système lui-même bascule. Où c'est pas juste, il y a des choses au sein du système qui vont être impactées un peu partout, mais c'est le système lui-même qui est remis en question. Et donc, pour dire le système, notre modèle de société, notre modèle économique, mondialisé aujourd'hui, à peu de choses près, tout le monde fonctionne selon les mêmes règles et les mêmes objectifs, au niveau du système économique, néoclassique, etc., de croissance, patati patata, productiviste. Et donc, ça, ce système-là, il va pas durer. Maintenant, la question, c'est quand pourra-t-on dire bon, ben ça y est, là, il n'existe plus? Est-ce que ça va être une dégradation lente et graduelle ou brutale? Est-ce qu'elle va être, si jamais elle est lente et graduelle, comment ça va se produire? Je suis pas Nostradamus. Si c'est brutal, est-ce que c'est brutal dans 15 ans, dans 20 ans, ou est-ce que c'est brutal là, cette année, à cause de Hormuz et compagnie? Nous verrons bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une erreur dans la façon dont les gens voient la nature des crises. On imagine que nous allons être confrontés à de plus en plus de problèmes, à de plus en plus de crises. Et je dis pas que c'est faux, je dis juste que ça ne capture pas, ça laisse de côté un élément qui est un peu hors scope, on le voit pas trop, dans un angle mort, mais cet élément, il est absolument essentiel. C'est que c'est pas juste que notre système va subir des crises.
C'est que le système lui-même est en crise et que le système lui-même ne va pas continuer comme ça. Il va se disloquer. Tout parti, vite, pas vite, graduellement, d'un coup, on verra. Mais il va se disloquer. Quand j'entends, par exemple, j'ai vu passer des travaux Alors, vite, pas vite, à l'échelle d'une vie humaine, on constaterait, c'est pas sur des siècles ou des millénaires. Je suis d'accord qu'on peut pas, on n'est pas devin, mais dans ta pensée, c'est quand même que, voilà. Dans ma pensée, ça se passe. L'échelle de temps, c'est quand même. Si ça attend la deuxième moitié de ce siècle pour se produire, ce sera miraculeux. Okay. Mais peut-être que ça le sera. J'ai déjà été surpris par certaines dynamiques. Voilà, le système est beaucoup moins résilient qu'on peut l'imaginer à certains égards et beaucoup plus à d'autres. On l'a vu, tout dépend de quel domino tombe et entraîne lesquels et dans quel ordre et à quel moment. Et puis voilà. Okay. Donc nous verrons bien une fois de plus. Mais bon. Donc tout ça pour dire que je lisais récemment, alors je suis désolé, mais le nom de la personne m'a échappé là. Il y a un économiste assez jeune apparemment qui a publié des travaux où il va beaucoup plus loin que les économistes engagés, style Nordhaus et compagnie, qui racontent des bobards à dormir debout d'ailleurs. Nordhaus, prix Nobel, quand même, je le dis, prix Nobel 2018 d'économie, qui a quand même été foutu de dire que l'optimum, en termes de réchauffement, l'optimum pour l'économie mondiale, c'était plus 6, je crois. Non, alors, je crois qu'il y a plus 3 pour, là, c'est idéal, c'est-à-dire, les bénéfices sont compensés par les coûts, un truc comme ça. Et que plus 6 degrés, qui est un monde apocalyptique. Donc, c'est plus que la différence entre l'ère glaciaire et aujourd'hui. Voilà. Bon. Plus 6 degrés, on ne perdrait que 10% de PIB. Ouais, voilà. Et donc là, ce type-là, ce jeune économiste va beaucoup plus loin, puisqu'il dit que si on continue sur les trajectoires climatiques actuelles, alors on pourrait perdre 50% de PIB d'ici la fin du siècle. Ouais. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je comprends bien, ça nous fixe des idées, des ordres de grandeur, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'une économie qui se stabiliserait à 2 fois moins que ce qu'elle est aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a plus d'économie. Plus ce modèle-là, en tout cas. C'est juste un effondrement économique. Donc c'est pas, il y a 50% de PIB en moins, c'est qu'il n'y a plus de PIB. Ça n'existe plus. Ce n'est même plus un indicateur. Là, on est parti en mode survie. Ouais. Donc ça n'a aucun sens, à mon sens. Les gens voient, et je termine là-dessus, donc plein de crises, en disant, on va y avoir plein de crises, plein de problèmes, à isosystème quelque part. Notre système va évoluer, évidemment, et puis il y aura des changements et des menus aménagements, ajustements, tout ça, et puis il va falloir gérer de plus en plus de problèmes, de plus en plus de crises dans ce système. Non, c'est pas ça qui va se produire. Ouais. Le système lui-même va basculer. Voilà. Et donc il faut s'y préparer d'une manière un peu particulière. En réaction à cette dislocation, ce basculement du système, nos organisations humaines vont être totalement différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Je crois, t'aurais tendance à penser qu'il y aurait des organisations plus à échelle locale. Enfin, mais je te laisse à... Est-ce que c'est ça le sursaut? Est-ce qu'on n'a pas parlé de c'est quoi le sursaut? Alors, le sursaut. Alors donc, quoi? Qu'est-ce que c'est? Quel sursaut? Et là, c'est pareil. Il y a d'énormes malentendus sur l'usage des mots. Alors, celui-là et bien d'autres. Ouais. Et du coup... Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent, parmi les gens les experts qui sont engagés sur des sujets connexes à ce qu'on dit là, que ce soit l'écologie, que ce soit les enjeux d'énergie, les enjeux d'approvisionnement il y a beaucoup de gens qui se disent comment on déclenche le sursaut. Mais lequel, une fois de plus? Parce qu'en fonction de ce que l'on vise, c'est pas du tout la même manière de s'y prendre. Et donc là, le gros quiproquo est le suivant. Enfin, un des gros quiproquos. Il y a pas mal de gens aujourd'hui qui ont publié, des spécialistes du comportement, qui ont publié, qui ont étudié la manière d'essayer de déclencher le changement. Et donc, on peut appeler ça éventuellement un sursaut chez les gens, pour qu'ils se mettent en route, qu'ils changent, etc. Et quand même, une grande conclusion qu'on ressort de tout ça, c'est vaut mieux pas trop faire peur. Il vaut mieux axer sur le désir et sur l'intérêt personnel. Et faire miroiter aux gens ce qu'ils ont à gagner à le faire plutôt que ce qu'ils auraient à perdre à ne pas le faire. Voilà. C'est faux. Et pourquoi moi, qui ne suis pas un expert du comportement, je me permets de dire que j'y vois mieux. Comment oses-tu? Comment ose-je? Non, sur quoi te bases-tu? Comment oses-tu? Effectivement. Non, mais vraiment. Parce qu'en fait, ils répondent, ces gens-là, de façon compétente à la mauvaise question. Parce que dans la question, il y a un malentendu. Déclencher le sursaut. Déclencher le changement. Quel sursaut?
Quel changement? Si on s'en tient à ce qui ressort des communications et des rapports de synthèse les plus connus de la science, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben, on a des problèmes et qui sont caractérisés, très bien caractérisés. Je ne remets pas en question la qualité de la science et de la production de connaissances par les scientifiques. Et puis, on a derrière des gens qui disent, mais voilà les leviers qu'on peut actionner vis-à-vis de ça. Et donc, tu as des leviers politiques. Et donc là, tu as des décisions. Et certaines décisions, effectivement, si elles étaient prises, ça changerait beaucoup de choses. Mais est-ce que ça remettrait en question le système? Est-ce que ça remettrait en question le fait qu'on est dans un système qui est productiviste, qui est consumériste, qui est matérialiste, qui est croissanciste, capitaliste, industrialiste, opposition homme-nature? Non. On remet pas en question le système. En tout cas, les éléments principaux qui font que ce système est destructeur et qui nous fait opérer au-delà de la capacité de charge de la planète. On est dans un système qui transforme la nature en déchets. C'est une de tes citations connues. Voilà, ouais. Ça permet en peu de mots quand même de décrire le problème. À la rigueur, il y a toujours forcément des ressources que l'on prend et puis ensuite des pollutions. Mais la question après, c'est une question c'est le poison qui fait la dose, quoi. Donc tant que ça reste en deçà de la capacité de charge de la planète, on prélève des ressources, mais elles sont renouvelées encore plus vite. On pollue, mais c'est réabsorbé dans des cycles naturels encore plus vite. Et on est en deçà de la capacité d'auto-épuration des systèmes naturels, etc. Voilà. Le problème, c'est quand on passe au-dessus. Et là, c'est plus durable. Et là, ça devient exponentiel. Et tu dis dans les cycles économiques ou industriels de notre société, il y a rien qui reboucle. Aujourd'hui, effectivement, quand tu regardes ce qui ressort donc des grandes publications officielles de l'ONU, machin, et des ONG aussi, c'est problème-solution. Voilà les solutions. On te vend des solutions. Alors déjà, le mot est utilisé à tort et à travers. On parlait du fait que sursaut, le mot sursaut, il y a un problème sur c'est quel sursaut et les solutions, c'est quoi une solution? Si la solution, c'est au sens premier du terme quelque chose qui résout un problème, on est mal barré. La plupart des solutions ne résoudront pas les problèmes. Ce sont des choses que l'on peut faire, des choses que l'on peut entreprendre. On l'a dit tout à l'heure, ce sont éventuellement des leviers qu'on peut actionner pour limiter la casse, pour se préparer, pour s'adapter, pour ceci, pour cela. Mais les solutions, bon, bref. Et donc, au final, ça donne des mauvaises impressions générales. On se dit, c'est grave, mais il y a des solutions. Bon, on prend pas totalement la mesure de la nature de la problématique, qui est une remise en question du système lui-même à relativement court ou moyen terme. Et voilà. Et donc, les solutions, c'est quoi? Je te dis une fois de plus, t'as des décisions politiques. Bon, mais on change pas le système. T'as des décisions, des choses qu'on peut mettre en place au niveau des entreprises, par exemple. Bon, très bien, mais tu verras, hein, ça change pas le système. On peut juste faire mieux ou moins mal. On a des choses au niveau des territoires. Bon, ok. On change pas le système. Et puis, pour le commun des mortels, c'est quoi? S'il vous plaît, consommez un peu moins de viande. S'il vous plaît, si vous voulez bien, faites un peu de vélo, covoiturez, et puis restez, faites du télétravail, et puis prendre moins l'avion, et patati patata. Voilà. Et puis, si vous avez l'argent, ou si vous êtes dans un pays qui finance ça correctement, achetez une voiture électrique, faites l'électrification, l'isolation thermique de votre habitation, mettez une pompe à chaleur et tout team. Voilà. On change pas le système. Alors, si on s'en tient là, effectivement, ils ont raison. Vaut mieux pas trop faire peur. Parce que si c'est pour dire aux gens, triez vos déchets, des trucs comme ça, non, c'est contre-productif de faire peur. Et puis, il y a un autre type de sursaut. Qui est de nature différente. C'est pas juste le même sursaut, mais un peu plus. Non, c'est de nature différente. Qui est une remise en question fondamentale. Parce qu'on comprend bien qu'en réalité, ça va pas suffire tout ça. Ça va pas suffire et qu'il faut se préparer. Même si ça fait gagner du temps et ça repousse le mur et donc ça nous... Mais justement, effectivement, oui, les gens vont faire plus de covoiturage. Oui, ça va encourager la voiture électrique. Alors, je sais pas dans quelle proportion, mais oui, c'est sûr. Oui, ça va inciter au transport en commun et ça va pousser les gens, surtout en France, à faire plein de trucs écolos, pour en parler, ou faire de la sobriété. Bon, et effectivement, on change pas le système et du coup, ça repousse un peu le mur, ça nous conforte finalement dans le système. C'est tout à la fois. C'est-à-dire que oui, sans doute que ça nous donne un peu plus de temps, un peu plus de marge de manœuvre à certains égards. Voilà, c'est vrai. Mais ça sert à quoi de gagner du temps si on se prépare pas correctement pour la suite? Si c'est juste pour continuer le système, à ce moment-là, on ne fait que continuer la destruction un peu plus longtemps. Et au final, d'ailleurs, on a un peu moins encore de capacité de rebond derrière. Donc, ce sera un peu plus tard, mais pire. Ou alors, on utilise ce temps effectivement additionnel, cette marge de manœuvre, pour se préparer concrètement. Et là, c'est le sursaut dont je vais parler. Se préparer à quoi? Se préparer au fait que les solutions ne suffiront pas à résoudre les problèmes. Et qu'on va les atténuer, gagner du temps, comme tu es en train de le dire, mais que malgré tout, il faut se préparer aux implications du fait que ce qu'il aurait fallu faire, on l'aura pas fait. Pas complètement, pas assez vite, etc. Et donc là, c'est autre chose. Ça demande une fois de plus des remises en question profondes.
Et pour déclencher ça, faut bousculer les gens. Pour déclencher ça, il faut les sortir de leur zone de confort. Il faut leur créer des épiphanies. Il faut qu'ils aient des révélations. Il faut qu'il y ait un sursaut d'abord mental, dans la compréhension, puis un sursaut qui va les toucher dans les tripes, qu'il faut qu'ils se sentent mal à un moment. Je suis pas en train de prôner le fait d'être dans le misérabilisme, mais il y a un moment, un petit moment quand même où il faut que les gens, ça les touche dans les tripes et qu'ils se sentent pas bien vis-à-vis de ça. Et ensuite, chose que des millions de Français, voire peut-être 10 millions, ont vécu fin des années 2010. Voilà, Pablo Servigne, Yves Cochet. Enfin, c'était un sujet qui avait à la fois plombé et sonné les cloches de beaucoup de gens. On en parle moins maintenant qui avait créé ce sentiment mélange de déprime, de coup de pied au cul. Ok. Ouais. Une fois de plus, c'est pas forcément exactement mon approche à moi, mais il y a beaucoup de points communs sur le constat. Mais ce que tu décris, beaucoup de gens l'ont vécu à un moment il y a quelques années. Ouais. Voilà. Je pense. Et donc, il y a ceux qui sont boostés par ça, ceux qui sont plombés par ça, et parmi ceux qui sont plombés, il y en a quelques-uns qui le restent, mais il y en a beaucoup qui se boostent. Simplement, leur façon d'être boosté est passée par un deuil de certaines choses qui a impliqué, une phase de plombage, entre guillemets, de plombité. Et donc, donc voilà. Mais à un moment, si tu veux déclencher le bon sursaut, effectivement, il faut aller sortir les gens de leur zone de confort et il faut les bousculer. C'est en bousculant que tu crées un mouvement. Et ça clive un peu. Voilà. Mais c'est pas parce que ça clive que c'est mal. Si tu clives pas, si t'es trop gentil, si t'es trop, tout le monde adore ce que tu fais, c'est super, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça veut pas dire que c'est inintéressant ce que tu dis, mais franchement, tu changes pas grand chose. Voilà. Si tu veux changer les choses, vraiment. Donc voilà. Bon. Et donc tout ça pour dire que ce sursaut-là, c'est celui-là qu'il faudrait, en plus de l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais il faudrait aussi celui-là. Et alors là, pour ça, il n'y a pas ce sursaut là avant une certaine forme d'électrochoc. Ça peut venir d'une conf de Keller ou ça peut venir d'une crise profonde. Je terminerai toutefois en disant que si ça va fonctionner avec certaines personnes, et donc oui, on peut dire que ça va créer probablement des sursauts chez des individus ou des groupes. Ça va pas créer le sursaut sociétal. Là, ça c'est encore autre chose. Sursaut sociétal, qu'est-ce que c'est quoi ? Ça n'existe pas, ça. Donc, il y a des moments, il y a des conjonctures. Donc, pour moi, la crise parfaite, qui serait la crise qui serait tellement grave qu'il n'y aurait pas le choix de se remettre en question. Mais alors, en plus, incroyable cette crise, parce qu'elle est extrêmement grave, mais malgré tout, elle nous laisse les moyens d'agir. Donc là, on a encore la marge de manœuvre, mais on n'en a plus parce que c'est un peu bizarre. Cet équilibre est introuvable, en fait. Et en plus de ça, il faudrait que la lecture de cette crise et de pourquoi elle a eu lieu et de ce qu'il faudrait y faire soit extrêmement claire, partagée. Tous les analystes, tous les chroniqueurs à la télé sur les plateaux qui sont évidemment tous extrêmement pertinents, seraient tous d'accord pour dire, voilà, cette crise, elle est liée à ça. Et de toute façon, voilà ce qu'il faut changer. Voilà ce à quoi il faut renoncer. Là, peut-être. Bon, alors, donc, on va arrêter de rêver 3 secondes. Ça ne va pas se produire. Voilà, ça ne se produira pas. La manière dont tu l'as décrite, en tout cas, invite à penser que la crise parfaite n'existe pas. Donc, il y a des crises qui sont en deçà d'un seuil de basculement où il se passera pas grand-chose. Quelques épiphanies chez certaines personnes, mais pour la plupart, dès qu'on peut retourner au McDo, on retourne au McDo. Évidemment, je fais référence à le post-Covid. Et puis, il y a les crises où on passe ce seuil et on est dans du basculement. Et tout mon travail consiste à essayer de faire comprendre aux gens que notre seule véritable chance de sursaut, elle est là. Et que notre seul véritable espoir, il est là. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce que je dis parce que imaginer que ce monde pourrait basculer, c'est atroce. Ça va être compliqué. Voilà. Et il va y avoir quelques tragédies. Voilà, il faut bien le dire. On s'en sortira peut-être pas tous. Il y a beaucoup de cons aussi qui vont faire n'importe quoi. Voilà. Oui. Pour autant, c'est notre seule chance. C'est notre seule chance d'un véritable changement de système. Parce que ce système-là nous entraîne dans le mur. Il est en train d'annihiler les conditions de vie sur Terre. Donc il faut en changer. On en parlera peut-être à l'occasion, un sujet dont on se fout finalement, comme tu l'as dit, les enjeux écologiques derrière tout ça, qu'on a tendance à oublier parce que après tout, certes, il y a moins d'insectes, moins d'oiseaux, mais au final, nos problèmes, c'est pas ça, c'est l'économie, c'est la géopolitique, c'est les guerres, c'est le pétrole, c'est tout ça, mais l'écologie, au final, c'est... Alors, je vais rebondir là-dessus, parce que ça, c'est vraiment important aussi. D'ailleurs, je vais partager, si tu veux bien, une anecdote qui est très... une espèce de boule dans ma gorge, j'ai du mal à avaler depuis un mois, là, avec ça. Un truc qui m'est arrivé. Mais
Non, juste pour finir, j'ai vraiment fini en fait. À trois phrases près. À 3 phrases près. 3 phrases près, c'est pas évident. Hein. En fait, tout est une succession de réveils successifs. Tu as les gens qui pensent encore que tout va bien. Alors, il y en a quelques-uns encore, mais il faut vraiment avoir le feu sacré pour y croire. Hein. Sondage d'opinion montre quand même une confiance décroissante en l'avenir, mais t'as raison, il y en a encore qui... Ouais. Je dis pas que c'est une tendance. Je dis qu'il y en a encore un petit village gaulois assez important qui considère que, voilà, on va, merci Musk, merci Bezos, on va coloniser les planètes et puis vers l'infini au-delà, quoi. Bon. Et sinon, tu as... effectivement des gens qui prennent conscience qu'il faut changer des choses en profondeur. Il y a des problèmes, donc, il y a un problème. Voilà, c'est un premier réveil. Et ces gens-là, dans ce premier réveil, ils ont l'impression que ça y est, ils sont réveillés. Parce qu'ils ont fait le trajet que la plupart des autres n'ont pas complètement fait. Si ça y est, j'y vois clair. Et donc ils se disent, voilà tous les problèmes. Et heureusement, toutes les solutions. Voilà. Et donc là, on est dans la transition, dans les transitions, on est dans des changements au sein du système. Voilà. Et puis à un moment, il faut se réveiller. Vraiment. Et il y a des gens qui disent, mais ça va pas suffire. Faut changer le système. Et là, ils sont mieux, ça. Ils sont plus malins que les autres. Ils ont eu 2 éveils successifs, 2 révélations. Sortir du capitalisme, voilà. C'est ça. Sortir du capitalisme, sortir du productivismisme, la décroissance. Alors, tu te frappes pas des amis chez les anticapitalistes en disant ça, mais bon, on n'est pas là pour se faire des amis. Non. Attendez, j'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai dit que c'était pas une solution. Oui, tout à fait. Et je vais arriver en disant que c'est pas une solution. Mais tu te feras quand même pas des amis en disant ça, en disant, vous êtes pas lucide, vous êtes, voilà. Non, j'ai pas dit ça. Travailler sur ces sujets est très important. C'est juste considérer que c'est possible de le mettre en place à l'échelle qu'il faudrait, dans le temps qu'il faudrait, ça, c'est pas lucide. Mais qu'il y ait des gens qui travaillent dessus, sur des systèmes post-capitalistes ou post-productivistes, il faut que ça nourrisse l'esprit. Imaginez comment on pourrait demain, peut-être un jour, se réorganiser. Il faut que ce soit là. Et ça nous sera utile, tel que, j'espère bien. aux adaptations que tu évoques. Parce qu'au moins, ils auront fait ils ont fait le chemin, ils ont des propositions, il y a plus qu'à essayer. Même, il y a déjà des essais, déjà des choses. Au niveau local. Le système coopératif. Moi, je sais pas si tu as vu, mais j'ai une proposition de méthode globale, de stratégie en 4 grands chantiers. Le chantier numéro 1, ce sont les transitions. Le chantier numéro 2, c'est ça. Et donc, je suis pas en train de dire, c'est pas pertinent. La preuve, je dis qu'il le faut, c'est un des 4 trucs qu'il faut. Mais c'est toute une question de posture. Dire, dans la catégorie 1, toutes les transitions, tu vois, c'est des lois, des normes, des standards, c'est de l'innovation, et on va dire, et là, je suis désolé, je veux pointer du doigt personne en particulier, mais on a des gens qui sont très engagés en France et qui sont un peu connus des plateaux télé, des médias, qui sont des gens, des militants célèbres d'environnement, etc. Et même Greta Thunberg, même encore plus, tu vois, au niveau planétaire, qui sont très, très, très bien, qui ont compris beaucoup de choses, et pourtant, qui n'arrêtent pas de nous répéter, on a toutes les solutions. C'est très bien ce qu'il faut faire. Sous-entendu, ou pas, d'ailleurs, il y en a qui le verbalisent clairement, dit, le problème, il n'est pas là, le problème, c'est là-haut, les gens qui prennent les décisions. Ben non, c'est déjoué, c'est faux. C'est-à-dire que oui, bien sûr que là-haut, il y a un gros problème. Mais je ne suis pas en train de dire le contraire, mais quand bien même là-haut, on aurait les gens parfaits qui ont tout compris, ils ne pourraient pas faire ce qu'il faut faire. Ils ne pourraient pas. Ça n'est pas possible. Le système a une homéostasie qu'on ne gère pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait des gens qui décident pour la planète entière. Expliquer ce qu'est une homéostasie, peut-être. Homéostasie, la capacité, ou plutôt la propension d'un système, quand on essaie de le changer, à se réorganiser pour revenir en arrière. C'est très difficile de bouger un système qui a une grosse inertie, quoi. Très compliqué. Il se réorganise en permanence pour soit englober les changements et les dénaturer au passage, soit les éteindre, soit les tolérer, mais juste en extrême marge. Ça permet des soupapes pour faire sortir la pression des gens qui sont un peu anti-système et tout. Et le système, finalement, c'est une bonne façon de continuer, etc. Bon. Je crois que ça parle, je veux dire, tout le monde a des exemples en tête de cette théorie-là. Bon. Et donc, je disais, voilà, il y a un deuxième travail. Oui, c'est donc la première partie, oui, c'est très, très important d'activer tous ces leviers. Il y a des arbitrages à faire, des transitions à opérer. C'est très important. Mais dire que ce sont des solutions est contre-productif. Si je vais voir un médecin, et que le médecin, je dis ça en conférence des fois, mais je développe pas forcément sous cet angle-là. Si je vais voir un médecin avec des symptômes, j'ai des maux de crâne, j'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes de digestion, et que le médecin dit, bon, mais écoutez, alors je vais vous prescrire du paracétamol pour vos maux de crâne, pour vos problèmes de peau, il t'envoie voir un dermato qui te prescrit une pommade qui marche très bien, pour tes problèmes de ventre, il t'envoie voir un gastro-entérologue qui te prescrit une tisane médicinale qui fonctionne très bien. C'est très bien, j'ai rien à redire là-dessus. On a 3 symptômes, on a des moyens de soulager ces symptômes, c'est très bien. Si cette personne, par contre, te fait
cette ordonnance en te disant, bon ben voilà, vous avez des solutions, au revoir, sachant qu'en fait, tu as un cancer généralisé, et ce ne sont que les symptômes, et que du coup, tu rentres chez toi pensant que tu as une solution, alors que le cancer est toujours là, et ben cette personne, c'est pas ton ami. Alors que l'autre docteur, celui qui va te faire exactement la même prescription, exactement les mêmes préconisations. Donc sur le papier, c'est la même chose. Mais la posture du docteur, c'est de dire, OK, maintenant qu'on a traité les symptômes, on va s'attaquer à la maladie. Ça, c'est autre chose. Dans la premier groupe, sur le premier chantier, premier combat à mener, on a des choses qui sont extrêmement utiles, des leviers qu'il faut déclencher, qu'il faut actionner, etc. Il faut arrêter de dire que ce sont des solutions. Parce que les gens s'imaginent, hop, c'est bon. Si finalement, c'est les problèmes qui sont graves, mais on a des solutions. Donc, la situation n'est pas si grave. Deuxièmement, ils surestiment nos marges de manœuvre face à ça. Deuxièmement, donc la deuxième partie, oui, très bien, des changements de système. Mais ce ne sont pas des solutions parce qu'on n'a aucun moyen concret d'actionner ça, de mettre ça en place à l'échelle sociétale, peut-être même planétaire, dans un délai raisonnable. Ça n'a aucun sens. Donc, non. Troisième grand chantier, comment on se prépare à des points de rupture. Et pour recouper sur ce que j'étais en train de dire avant, pour moi, c'est là qu'est l'espoir. Typiquement, les gens de la catégorie 1, ils se sont réveillés une fois. Ils croient être dans le vrai. Mais les gens de la catégorie 2, eux, ils savent qu'ils sont dans le vrai. Parce que les autres, ils se sont réveillés qu'une fois. Et eux, ils ont eu un double réveil. C'est Inception. Là. Enfin, ils sont montés de 2 niveaux. Et eux, ils savent qu'ils sont dans le vrai. Non, ils sont dans le faux aussi parce que ils prétendent que c'est des solutions. Et du coup, il faut passer sur et anticiper des points de bascule. Et faire les stocks, bien s'entendre avec ses voisins. Je caricature un peu. Oui, et puis surtout faire pas ça de manière. Enfin, tu peux faire ça chez toi, mais surtout faire ça en réseau. Oui, faire ça les uns avec les autres et pas chacun de son côté. Ça ne fonctionnera pas. Précisément. Merci de me tendre la perche. Tu ne le savais pas, mais tu m'as tendu une grosse perche. Parce que ça, c'est le troisième réveil. Souvent, les gens qui basculent dans cette troisième catégorie se disent putain, ça va se casser la gueule, vite. Et là, on va parler de transition, mais en mode résilience, en mode autonomie pour certains. Tout à fait. En autonomie alimentaire, autonomie et souvent en mode repli. Ça peut aller jusqu'à de survivalisme, des différentes formes de survivalisme. Il y a toute une constellation de survivalistes. Bon, bref. Ou revenir à des schémas de coopération familiaux ou au sein d'un village ou quoi qu'on réinvente. Ouais, alors, justement, ok, ça, c'est pas tout à fait la même chose. Ou alors à très très petite échelle. À très petite échelle, ok. Mais pour moi, je mets ça dans la même catégorie. Voilà. Et tout ça, c'est très bien, mais ça marchera pas. C'est la raison. J'espère que ton cadran 4, il va tout résoudre. C'est la raison pour laquelle... Non, c'est la suite du cadran 3 qui va résoudre. C'est la raison pour laquelle, quand je vois des gens qui viennent me voir à la fin de mes conférences, et il y en a régulièrement, et c'est plutôt des jeunes, il y a des exceptions, mais c'est plutôt des jeunes, et franchement, il y en a, ils sont incroyables, quoi. Ils viennent me dire, on a développé de la résilience, on a développé de l'autonomie, machin, et il y a des gens, ils ont tout, ils sont autonomes sur l'eau potable, sur la production de nourriture, ils font tout eux-mêmes, ils ont construit leur baraque, ils savent tout réparer, ils sont... Incroyable. Et je leur dis, bravo les gars, vous êtes moins résilients que les autres. Alors ils comprennent pas, et en général, il y en a même qui apprécient pas. Ils disent, ils nous cassent notre plan là, notre coup, Keller, pourquoi il fait ça? Et donc j'explique, que je sois bien clair. Pas forcément, ils ont le plus souvent prévu ce que tu mettais dans ton cadran 1 et tu dis, c'est très bien. Non, pas vrai. Non, c'est pas de ça que je parle. Ok. Non, je parle bien des gens qui sont dans la catégorie 3. Ok. Même des gens qui sont dans la catégorie 3 et qui font des choses pertinentes. Ok. Voilà. Le truc que je leur dis, c'est que, les gars, vous êtes beaucoup plus pertinents que le reste de la société tant que c'est pas la merde. Le jour où ça bascule, tout le monde va venir chez vous. Vous serez les premiers à tomber. Voilà. Et ça, c'est l'autre réveil de se dire, ça ne peut pas s'organiser chacun de son côté. S'il n'y a pas de réseau, s'il n'y a pas de réseau interculturel, intercommunautaire, interterritorial, ça ne marchera pas. C'est pas moi, je fais mon truc avec mes potes, voire un peu étendu, je fais des trucs avec les gens de ma communauté, puis les autres à côté ils se débrouillent. Mais alors quoi, qu'est-ce que vous imaginez? Que si vraiment dans votre communauté vous arriviez à développer une véritable résilience et que demain c'était la cata, tous les autres gens qui vivent pas loin de chez vous, qui eux sont dans une autre communauté et vous les avez pas embarqués dans le truc, et eux ils vont ils vont disparaître sans faire de bruit, ils vont pas venir vous enquiquiner. Bon, donc collaborer en intercommunautaire, en interculturel, quand bien même il y a des gens qui aiment pas ça, et quand même on a des fois il y a des cons ou des gens qui sont pas comme nous, qu'on n'aime pas ou machin. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est une question de sécurité fondamentale face à la nature de risque que je décris. Voilà. Et donc ça c'est l'autre passage. Et éventuellement pour certaines personnes il peut y avoir un dernier passage, mais là ça correspond que à quelques-uns.
qui est les gens qui se disent « je peux faire ça, je peux organiser ça, et je peux faire l'économie d'un affrontement ». Ça aussi, c'est une sorte de deuil à faire du fait qu'on pourrait éviter l'affrontement. Il y aura des affrontements. Il faut s'y préparer. Pour certains, ça se transforme en la résistance. Une posture de résistant. À la fois protéger les émergences contre les résistances du système, donc résister contre les résistances du système. À la fois aller résister de manière peut-être très concrète, de l'intérieur, de l'extérieur, différentes méthodes. Enfin bref, résister contre des pans du système qui, si on le laisse aller jusqu'au bout de leur délire, vont, pour certains, peut-être finir soit d'annihiler l'habitabilité de la Terre, soit nous supprimer nos capacités de rebond ou nous désempouvoirer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien faire demain. Voilà, des gens par exemple qui font du brevetage du vivant et qui nous empêcheraient d'avoir nos propres capacités à reproduire nos propres semences, de même pour être autonome là-dessus, des choses comme ça. Voilà, donc tu vois 4 différents trucs, différentes étapes, différents seuils. Plus tu vas loin dans les étapes, plus les gens qui ont fait 1 chemin, 2 chemins, 3 chemins sont persuadés qu'ils sont dans le vrai. Et se rendent pas compte que, en fait, non, ils ont encore 2 wagons de retard. Et c'est d'autant plus difficile de les faire aller jusqu'au bout du truc. Et une fois qu'on a cette vision globale, eh ben, c'est dans le 3e, et éventuellement le 4e pour certains, mais surtout dans le 3e cadran, là, 3e chantier, que l'espoir réside. Pas dans le premier, pas dans le 2e, ce sont des faux espoirs. L'espoir lucide, il est dans le fait qu'il va y avoir des points de bascule, et que si on s'y prépare convenablement, on est une minorité, faut prendre ça en compte, mais une minorité bien organisée, bien coordonnée, qui cartographie un petit peu tout ce qu'il y a à faire, et qui fait pas certaines erreurs. Mais tout ça, c'est des clés que je donne quand je travaille avec des élus, quand je travaille avec des gens. On a des ateliers extrêmement poussés sur les différents leviers, les différentes choses qu'il faut faire, les différents angles morts auxquels il faut faire gaffe, etc. Quand tu fais ça, tu as la possibilité de faire en sorte qu'à plein d'endroits, les basculements seront les opportunités que l'on attend d'un changement de système vers le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, mais au-delà de ces moments difficiles, on peut retomber sur des choses un peu plus dignes, un peu plus cohérentes et enfin viables. Voilà ce que je pense. L'opportunité, l'espoir, il est là. Bon, est-ce que ça m'évoque plein de choses. Alors, la France ne serait pas le premier endroit du monde où il y aurait des déplacements de population massifs. On l'a même vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il y avait des millions d'Européens qui ont été déplacés et qui ont une fois à la fin des vagabonds partout. Je sais que ça a eu lieu, mais les chiffres, je ne les connais pas. Ah non, c'est très important. Je suis allé récemment au mémorial d'Anne Frank, qui fait revenir sur tout ça, l'histoire de cette jeune femme au talent incroyable, qui serait devenue une des plus grandes écrivaines de l'histoire. Malheureusement, si elle n'était pas morte jeune. Mais c'est pas notre sujet. Mais aussi, ça fait prendre conscience de l'Europe qui avait quand même vécu ça. Et puis là, aujourd'hui, au Liban, 20% de la population déplacée dans un tout petit bout de territoire. Donc, effectivement, c'est d'autres qui doivent les accueillir, forcément, chez eux ou dans leur village ou quoi au cas. Donc, la France serait pas la première. C'est une chose que ça m'évoque. C'est peut-être ce genre de deuil qu'il faut faire aussi. J'entends, mais il va falloir aussi faire attention quant au fait que même dans des situations de crise extrême, voire d'effondrement de société, comme on peut voir dans certains pays qui sont en guerre, le Yémen, je sais pas. Il y a des pays vraiment Cuba, absolument terribles. Mais il y a encore, pas absolument partout, mais dans la plupart des endroits, il y a encore une aide internationale. Il y a encore une aide qui vient de l'extérieur. Et si jamais ils décident de fuir, il y a des endroits qui peuvent les accueillir. Oui. Donc des endroits où les gens ont plus de sécurité que là d'où ils viennent. Et imaginons que demain, la situation soit juste un peu pareille partout. Que ça sert à rien de te déplacer parce que les gens là-bas, ils sont pas mieux barrés que toi. Tu vois déjà, l'Europe restreint le droit d'asile, etc. Et les gens ont de moins en moins de consentement à accueillir une vague de réfugiés comme celle du milieu des années 2010 avec la Syrie. Non, je peux concevoir que ce soit pas évident de déplacer tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Oui, d'accord, c'est une chose. Mais en tout cas, ce que je veux dire, effectivement, c'est que non seulement il faut travailler au niveau des territoires, et je n'oppose pas le bas et le haut. C'est-à-dire que j'ai pas dit qu'il fallait faire au niveau des territoires et s'en tenir là. Non, ça doit partir des territoires. Ça doit réseauter en un réseau de territoire pour pouvoir ensuite remonter. Voilà. Et quand je dis remonter, c'est pas juste au niveau national, c'est pas une vision nationale. Les territoires peuvent se relier indépendamment, j'ai envie de dire, des frontières. Voilà. On a déjà des réseaux de villes qui sont internationaux, on s'en fout des frontières, quoi. Bon, bref, c'est d'autres types de regroupements. Donc on a des institutions existantes qui sont quand même pertinents
dans ce monde de demain qui aura basculé. C'est-à-dire, peut-être qu'il y aura encore une sorte de commission européenne ou quelque chose comme ça, des réseaux de villes, mais qui seront pertinents sur lesquels s'appuyer. Le monde actuel va pas disparaître totalement. Il y a évidemment des choses qui restent. Je suis simplement en train de dire qu'on va pas pouvoir maintenir le système économique. Donc, il va falloir trouver une autre organisation et que, entre les deux, tu sais, c'est dans ce clair-obscur que naissent les monstres. Donc, va savoir ce qui se passe. Mais par contre, il y aura des choses qu'on va garder. Toute la question est-ce qu'on est capable d'opérer à une suffisamment grande échelle des renoncements de bon sens avant qu'on ne soit contraint et forcé de faire des choix. Et dans ce cas-là, on peut prendre des décisions collectives dans des conditions qui sont encore relativement bonnes. Je parle pour la France et des pays comme nous. C'est pas le cas partout. Et on peut, comme je disais, renoncer à des choses secondaires, des choses superflues. Voilà. Ou alors, on ne renonce à rien parce qu'on est épidermiquement opposé à cette idée même de renoncement, parce qu'on fait une confusion qui est qu'on pense que nécessairement le renoncement, c'est de la privation. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis végétarien depuis 2012. J'ai renoncé à la chair animale. Est-ce que je me prive? Non. Pas du tout. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Et donc, j'ai renoncé à certaines choses et il n'y a pas de privation. Parce que c'est en conscience, déjà, et parce que il y a d'autres choses. J'ai pu me rabattre sur autre chose. Les gens, je sais pas ce qu'ils imaginent. Ils imaginent que si on arrête de manger de la viande, on continue à manger pareil, sans la viande, quoi. Donc qu'est-ce que tu manges, toi, maintenant? Des accompagnements. Ça n'a pas de sens. Mais, si tu veux. Effectivement, ce système actuel qui permet de manger de la viande presque tous les jours, oui, on peut bien imaginer que c'est lié à une abondance de ressources qui le permet et que demain sera peut-être moins le cas, qu'il faudra se tourner vers autre chose. Mais en tout cas, voilà. Donc, bon, bref, renoncement et privation, c'est pas la même chose. Et précisément, donc, soit je disais, on opère des renoncements de bon sens collectif, idéalement, mais ça peut aussi être personnel au niveau d'un foyer, et dans des bonnes conditions de bon sens, soit demain, précisément, c'est le contraire qui va se produire. Nous serons mis face à des privations qui nous seront imposées. Et si, en plus, les bonnes décisions sont pas prises, soit parce qu'on a des politiciens qui sont cons ou fous ou extrémistes ou je sais pas quoi, soit parce qu'on a laissé le marché faire, on risque de se retrouver avec du superflu, du gadget ou du luxe rentable qui persiste, alors que des choses essentielles et vitales pour un maximum de la population commencent à dysfonctionner, voire à ne plus fonctionner du tout. Pour imaginer qu'il y a un moment qui durait je sais pas combien de temps où on aurait ça. On aurait le superflu, mais pas l'essentiel. Donc, à un moment, il faut anticiper là-dessus, gouverner, c'est prévoir, se poser les bonnes questions, opérer des renoncements avant qu'il ne soit, entre guillemets, trop tard. Parce que si on imagine que dans le chaos, on va réorganiser et réimproviser un projet de société, une façon de vivre ensemble dans les territoires, une façon d'assurer nos propres besoins qui ne dépend plus de chaînes d'approvisionnement parce que celles-ci auront commencé à déconner sérieusement, ça va difficilement s'improviser. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà quasiment tous les ingrédients pour faire. Maintenant, il faut le faire. Il faut le faire collectivement. Il faut l'organiser à la juste échelle. Il faut se mettre en réseau. Il faut faire mouvement. Ça n'existe pas aujourd'hui. C'est juste un mec qui fait ça chez lui, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Il y a des super projets partout. Mais c'est juste des gens par-ci, par-là. Il est où le réseau? Et je parle pas d'un réseau Colibri ou Ville en transition où il y a effectivement une cartographie de gens qui ont un peu le label. Mais c'est pas un réseau, j'ai l'impression, qui vit vraiment, qui travaille ensemble, tu vois. Il faut un réseau actif où les gens bossent ensemble en signant des pactes d'entraide entre les gens. Si t'as un problème, tu peux compter sur nous. Et on espère bien que quand on aura un problème, on pourra compter sur toi. Voilà. Et c'est des choses comme ça. Et ça se crée intra-territorial et et interterritorial. Voilà. Si on fait ça, si on met en plus en récit et que les récits permettent de diffuser un maximum auprès d'un maximum de gens de façon inspirante et crédible, alors on peut imaginer que les conditions seront posées. C'est juste poser les conditions pour que demain, au moment où des bascules vont se produire, on soit capable de proposer à ce moment-là une alternative à des gens qui auront déjà eu la petite graine plantée dans leur esprit, qui seront peut-être pas totalement prêts, mais ils le seront ce jour-là. Et d'un coup, ils diront, finalement, leur truc, c'est peut-être pas si mal. Finalement, c'est pas si mal. Parce que, voilà, sinon, c'est le chaos, sinon, c'est les dystopies, sinon, c'est les autoritarismes, c'est, va savoir quoi, c'est les seigneurs de guerre. Voilà. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour d'horizon, pas forcément complet, ça prendrait plus longtemps, mais de la méthode Keller, entre guillemets. Passionnant. Il y a une question que je vais te poser. Alors, tu interviens auprès d'élus, de
patrons, de militants, de je sais pas, de gérants d'associations, etc. Qui sont sensibles à ton discours. Un petit peu de tout. D'écoles aussi. Oui, des écoles, ouais. Qui sont sensibles, qui ont un électrochoc, mais qui se sentent peut-être un peu isolés, ils savent pas par où commencer, autour d'eux ça répond pas. Quel conseil t'aurais à donner à ces gens-là? Merci, parce que ça, ok. Oui. Il y a un étudiant, je suis intervenu, c'était l'an dernier, je suis intervenu à Super Héros. Et d'ailleurs, je crois que c'était fin 2024, mais on s'en fiche. Je suis intervenu à Super Héros, et je donnais ma conf. Ça a vraiment eu un très très gros impact sur l'auditoire. Après ma conf, je me souviens que les gens et quasiment tout le monde, quasiment tous les étudiants sont... Déjà ma conf, elle faisait 2h30. Et suite à ça, quasiment tout le monde est resté. Il y a très peu de gens qui sont partis pour me poser des questions, etc. Et il y a eu 2 heures de plus d'échange après la conf, quoi. Donc c'était vraiment très, voilà. Et il y en a un qui me dit, Monsieur Keller, vous savez, moi, cette conf-là, pour moi, je le sais, je le sens. Il y avait un avant, il y aura un après. Mais j'ai un problème. C'est que je vous ai déjà vu en conf il y a 2 ans et que je m'étais dit exactement la même chose. Et en fait, rien n'a vraiment changé. Et cette piqûre de rappel est salutaire, mais bon. Voilà, il a dit, il y a 2 ans, je me suis dit, oh là, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Et finalement, je l'ai pas fait. Ouais, parce que c'est motivant, finalement, on sort de ces conférences, motivé, finalement. Il y a 3, les gens pensent que ça va cliver ou que ça va braquer. C'est rarissime. Même au MEDEF, où on m'avait dit, attention, vous êtes en terrain ennemi, là, où vous allez vous faire décapsuler la tête. Non, il y a eu un emmerdeur. Mais il y avait 120 personnes qui étaient venues me voir. Ils étaient très intéressés, ils m'ont bombardé de questions après, très constructives. Ça m'étonne pas, ce sont des gens qui pensent le monde et qui sont pas aveugles, ils vivent sur la même planète que nous, ils lisent les infos et tout ça, et puis avoir dans un coin de leur tête que, voilà, ça peut basculer. Oui, il y a ça. Et puis, l'accueil favorable. Pas tous, mais souvent aussi les entrepreneurs ou les patrons, c'est des gens qui ont des responsabilités, c'est des gens qui sont plus prêts que beaucoup d'autres catégories de profils psychologiques, plus prêts à voir en face les problèmes et à les, voilà. Ne serait-ce pour leur entreprise. Et c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Voilà. Donc bon, je dirais pas qu'ils sont tous comme ça, mais une certaine quantité. Alors après, si on monte très 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 haut, dans les grands patrons des grandes entreprises, peut-être qu'on a quand même plus de réfractaires en proportion. Voilà. Mais bon, bref, passons. Donc il y a trois publics. Il y a les réfractaires. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a les gens qui ressortent boostés, et honnêtement, je dirais que c'est environ 2/3. Et il y a 1/3, 30%, de gens qui ressortent plombés. Sauf que, pour moi, c'est pas un problème, parce que mon but n'est absolument pas d'embarquer tout le monde. Je disais ça tout à l'heure, il me semble, sauf erreur de ma part. Si tu mets tout le monde d'accord, si tout le monde te trouve super, génial, etc., c'est qu'il y a un problème. Il faut bousculer les gens pour créer de véritable nature de changement dont on a besoin, et bousculer les gens, il y en a qui n'aiment pas. Ça déplaît, ou il y a des gens qui le vivent mal, donc c'est un peu clivant. Et c'est très bien. C'est parfait. Mon but n'est donc pas de mobiliser le plus possible de gens. Mon but est de mobiliser la plus grosse minorité possible pour qu'elle se bouge le cul de façon enfin pertinente. Contrairement aux autres qui soit se bougent pas le cul, soit le font, mais d'une façon pas pertinente à mes yeux. Et donc, c'est ça le truc. Et on a besoin de cette minorité-là pour travailler sur la catégorie 3. Voilà. Et donc, mon but, c'est ça. Et simplement, je veux dire que sur les gens qui ressortent plombés, sur les 30 ou 30 tiers là, qui ressortent plombés, ça, c'est après. C'est juste après, c'est à chaud. Et souvent, quand les gens s'expriment sur quelque chose, ils le font plutôt à chaud. Effectivement, il peut y avoir sur les réseaux sociaux des fois des gens qui disent quand même conférence de Keller c'était trop dur, c'était machin, etc. Quand bien même je ne les laisse pas avec un constat, quand même toute ma seconde partie leur donne des clés d'empouvoirment, d'action, des principes d'action, une méthode, etc. Mais bon, il y en a quand même qui ont pris le coup trop dur, ils ont du mal à digérer. Mais c'est normal, c'est pas un problème, c'est normal. Tu reparles à ces mêmes personnes quelques mois plus tard. Et on voit qui est véritablement resté plombé. Je pense que sur les 30% qui sont sortis plombés, il y en a plus que peut-être 10% qui sont restés plombés, et peut-être qu'ils le resteront à tout jamais, et je suis désolé pour eux. Mais les autres, c'est juste qu'ils ont mis du temps à digérer, quoi. À métaboliser le message et à dépasser des sortes de deuil, en quelque sorte, de certaines choses, en tout cas. Et à se reconstruire derrière, en disant, OK, maintenant, j'ai de l'espoir, mais pour autre chose. Je mets pas mon espoir au même endroit que je le mettais avant. Donc, une fois de plus, voilà, sur l'impact que ça peut générer, c'est assez varié. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc
on me dit, donc le jeune me dit, bon, moi ça m'a déclenché pour quelque chose, mais finalement ça c'est du mal à mettre en action, puis c'est retombé, le soufflet est retombé. Mais évidemment, et c'est la raison pour laquelle quand j'interviens, que je donne des conférences, j'essaye, et c'est pas toujours possible, j'essaie de discuter avec les organisateurs en leur disant, il faut pas laisser les gens juste rentrer chez eux après ma conf et puis c'est tout, quoi. Il faut proposer quelque chose, faut qu'il y ait une suite possible, faut que les gens s'inscrivent. Pour ceux qui ont envie de participer à quelque chose, mettez votre adresse mail. Faut qu'il y ait une suite, faut qu'on crée une dynamique après. Quand j'interviens dans des organisations, je leur dis clairement, si vous voulez me faire venir, c'est parce que moi, je vais déclencher quelque chose. Un sursaut, une remise en question, une mise en mouvement, un engagement. Mais si cet engagement n'a aucun espace pour s'exprimer derrière, ça va être totalement déprimant pour les gens et ils vont rentrer en dissonance cognitive et soit ils se cassent des missions, soit le déni va s'installer. Au bout de quelques semaines, quelques mois, ils vont dire ouais, bon, je pense que Keller il exagère un peu quand même, etc. Ouais, voilà. Donc moi je crée une brèche, il faut l'exploiter derrière, sinon elle se colmate. Voilà. Et donc c'est un co-travail. Moi je peux pas gérer dans la durée ce qui se passe. Et le mec, le jeune là, je sais pas dans quelles conditions il a été, mais les conditions n'étaient pas réunies. Donc, il faut réunir des conditions. Plus on sera nombreux à créer ce type de conditions pour accueillir dans un mouvement, dans une dynamique, dans un truc, ceux qui ont passé un cap, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Idéalement, quand on arrive à la catégorie 3, plus on pourra enfin faire des choses correctes, concrètes, cohérentes. Est-ce que j'ai répondu? Je suis pas sûr. Parce que tu me disais... Si, je pense que c'est pour celui qui se sent isolé. Ouais, voilà. Quel conseil tu as, on en a parlé. Un dernier truc. Une dernière dimension de l'affaire. Parce qu'effectivement, ce que tu dis, ouais, c'est autre chose. Il y a des gens qui me disent, c'est super, mais je peux pas le faire tout seul. Et je me sens isolé. Et je ne sais pas comment embarquer les autres. Quand j'en parle, on ne m'écoute pas. Ou on me prend pour un fou, pour un ceci, cela. Et c'est très, très difficile de partager une conviction. Donc, des fois, c'est possible. Des fois, je leur dis déjà, n'essayez pas de convaincre tout le monde, vous allez vous épuiser. D'ailleurs, souvent, dans la famille, je ne recommande pas d'essayer absolument de convaincre toute la famille. Parce qu'on risque de s'épuiser. Et même si dans la famille, il peut y avoir des cons. Mais surtout qu'on n'est pas dans le contexte d'une conférence, mais voilà. Un dîner où on n'est pas non plus venu écouter un gars exactement 1h30 ou même 10 minutes. Voilà. Je prévois mes interventions comme une série d'états émotionnels que je cherche à induire chez mon auditoire, pas du tout comme une série d'informations que je cherche à donner. Voilà. Et l'idée, c'est dans quel état émotionnel je les laisse à la fin et comment je les y amène. Voilà. Et comment j'emmène un maximum de gens vers ça. C'est une façon très particulière de faire les choses. Et donc, je vais prendre les gens, je vais à la fois toucher à la tête, comprendre, le savoir, et les enjeux, etc. Il va falloir déconstruire au passage un certain nombre d'idées préconçues qu'on avait, notamment sur les solutions, etc. Ensuite, je vais leur donner des éléments d'empouvoirment, de leviers qu'ils peuvent actionner, de quel rôle ils peuvent jouer, etc. Ça, c'est le pouvoir. Et puis, je vais également aller chercher dans le vouloir, parce que s'il n'y a pas le vouloir, ça marche pas. Et donc, il faut leur donner envie d'eux. Mais ça n'empêche pas également de faire peur. C'est pas faire envie, désir, versus la peur. C'est un mélange de tout ça. Parce que les déclencheurs émotionnels, celui de la peur, une certaine forme de peur, est extrêmement puissant pour beaucoup de gens. La colère aussi sont des choses extrêmement puissantes. Donc, je vais faire appel sur la colère, à l'indignation. Je vais sur tous ces registres-là. Et du coup, chacun y prend ce qu'il veut. Mais ça a un gros impact, de manière générale, sur les publics, chacun vivant la chose différemment. Voilà. Et puis, je vais également aller sur la fibre du sens du devoir. Donc, c'est une façon de faire qui est, faut l'admettre, assez particulière, qui se base sur 10 ans de lecture de psychologie cognitive aussi, et pas cognitive, de psychologie sociale, pardon, et de la psychologie du passage à l'action, la sociologie des mouvements sociaux, du storytelling également. Bref, il y a du travail à différents niveaux. C'est ça qui fait que moi, je peux avoir un impact supérieur à celui qui maîtrise le sujet, mais qui maîtrise pas cette dimension-là de l'affaire. Mais surtout, je suis pas d'ici, moi. Je suis d'ailleurs. Et ça, c'est une qualité qui est, en tant que telle, qui fait la différence. Sur quoi clore? Je pense qu'il y en a qui seront déçus si on parle pas du tout de la dégradation de la biosphère. On peut peut-être clore là-dessus. Okay. C'est quand même, c'est vrai que les gens ont tellement envie. Alors non, mais ce qui est intéressant, alors plein de choses, mais la manière dont tu le présentes, oui, tu parles d'écologie en quelque sorte, tel que tout le monde l'entend, mais pas forcément au sens classique de. Alors c'est pas mon sujet. J'en parle, mais c'est pas mon sujet. Oui, mais comment dire?
au sens de la dégradation des conditions qui rendent la vie possible. C'est une question de sécurité et de résilience. Voilà, quand même. Oui, c'est pas juste pour préserver les papillons et tout ça. C'est très bien en soi. La vie a une valeur et on y est tous attachés. C'est très bien. Bien sûr. Ça crée pas forcément un sursaut partout d'ailleurs. Bon, les papillons, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais là, tu passes à travers toutes les sphères qui rendent la vie possible. Donc la cryosphère, la biosphère, la lithosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère. Ça, bon, on pourrait avoir ces conférences où il détaille tout ça. Bon, tout ça est en voie de dégradation. Tu démontres de manière assez implacable la tendance lourde à la dégradation de toutes ces sphères. Je ne crée pas de connaissances scientifiques. Je me base sur les connaissances pour faire une espèce d'état des lieux panoptique, panoramique des problématiques. Au passage, toutefois, là où j'ai une valeur ajoutée là-dessus, c'est sur effectivement cette approche globale, d'une part, et également sur un certain nombre de remarques qui ont l'air d'être des digressions, mais qui n'en sont pas, de remarques que je fais au passage pour débunker certaines idées au passage, pour recadrer des choses au passage. Tout à fait. Voilà. Mais ça crée une grille de lecture pour l'auditeur. Genre, ok, ces sphères, c'est quelque chose que j'arrive à comprendre, ça a une certaine complexité, mais c'est facile à assimiler. Je sais pas comment on peut clore cet échange. Est-ce que il y a là récemment sur les questions de biosphère, est-ce qu'il y a des découvertes récentes que tu aimerais partager ou des constats, en exclu. Je lis tout le temps des trucs. J'ai eu une étude, tu l'as peut-être vu passer, qui dit qu'il serait pas impossible que si on continue comme ça, parce qu'ils montraient l'accélération là avec le El Niño en plus qui arrive sur 2026, un El Niño qui potentiellement serait gravissime, une potentialité qu'on pourrait même éventuellement aller tâtonner les plus 4 degrés d'ici 2050. Voilà, mais ce n'est qu'une. Parce que j'ai pas envie de lister des choses, je vais dire pourquoi. Voilà, typiquement, je dis ça, tout le monde fait « Oh mon Dieu !» Et oui, parce que je vais faire du cherry picking, là, et puis je vais vous sortir une étude, puis une autre. Je lis pas toutes les études. Non, bien sûr. J'ai accès à certaines études, j'en lis régulièrement, mais je pense que ce qui est important, c'est plus les méta-analyses, c'est plus les grands rapports de synthèse, et encore, avec un certain décalage. Et c'est ça aussi qui est pénible, c'est que dès que ça sort, en général, c'est là qu'on en parle, etc. Alors que il faudrait idéalement laisser le temps au comité de revue, pas au comité de lecture, mais au débat entre experts, de faire leur travail. C'est ce que fait le GIEC, ce que font l'IPBES, le GIEC. Et ce que je veux dire, c'est que tu le sais, qu'il y a des articles qui ont paru, des articles qui ont été bien écrits, qui ont passé le cap des comités de lecture, qui sont publiés, et qui 2-3 ans plus tard sont réfutés parce que tel était le truc, il y avait un problème de méthode, mais ça n'est pas apparu comme ça. Donc il faudrait idéalement attendre un peu pour valider les trucs. Voilà. D'où l'importance de la plasticité aussi pour. C'est un message important aux auditeurs, c'est ne prenez pas une étude isolée. Même si elle a été revue par des pairs, parce que elle met pas fin au débat scientifique. Ah bah ça y est, elle dit ça, donc ça y est. Non, mais voilà, donc on peut toujours une fois de plus aller trouver des études qui font dire ou qui donnent l'impression de dire des choses qui sont pas compatibles avec la science ou qui sont excessives avec des écarts types par rapport qui sont donc attention, je veux pas dire telle étude parce qu'une étude ne fait pas la science. C'est pour ça aussi que dans la première partie de mes interventions, là où je parle du constat, avant de passer sur et maintenant qu'est-ce qu'on fait, effectivement, je vais chercher uniquement dans la littérature des études qui ne font pas l'objet de contestation, des études qui ont quelques années pour la plupart, des études qui sont solides, qui sont sérieuses, voire dans certains nombres de cas, des études de référence même. Voilà, donc et pas n'importe quelle étude. Je pourrais choisir des trucs encore pires, mais qui n'auraient pas forcément de valeur. En tout cas, pour l'instant, pas moyen de le dire. Mais je tiens à préciser une chose. Aujourd'hui, les gens qui commencent à comprendre que c'est plus que simplement le climat, c'est des choses complexes, etc., leur cadre méthodologique de référence de plus en plus sont les limites planétaires. C'est pas de la systémique. Et il y a beaucoup de gens qui, déjà, me disent que votre constat, comme si je faisais un constat et comme si je proposais rien, d'une part, ça m'énerve un peu, je dois avouer. Mais il y a aussi, et surtout, le fait que des gens me parlent souvent des limites planétaires comme si c'était ce que je prônais. Et déjà, c'est encore très récent, il y a peut-être un mois et demi, des gens qui m'ont proposé de participer à l'élaboration d'un programme de formation et qui m'ont dit, alors vous allez être content parce que c'est vraiment systémique et
le cadre qu'on a choisi, c'est les limites planétaires. Ouais. Et je dis, bon, on ne s'est pas compris. Ce n'est pas systémique. C'est du multisilo. Voilà. Et en fait, il y a un truc un peu bizarre là-dedans. Les gens n'ont pas compris, alors que j'essaye d'être clair. Alors, je sais que mes conférences, elles sont denses, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Mais dans toutes mes conférences depuis des années, il y a des choses qui changent pas. Il y a des choses qui changent, et il y a un truc qui ne change pas, c'est que les sphères et les machins, ce que tu dis, je fais un constat sur différentes dimensions de l'affaire, et puis ensuite, j'introduis les limites planétaires. Et je montre, c'est une façon de voir les choses, un peu partout où ça déconne. Ouais. Et juste après, la slide d'après, c'est, est-ce que maintenant, la situation est claire? Et là, tous les gens, ou presque dans les salles, dans les auditoires, font oui. Et je dis, non, on s'est pas compris. On n'a pas commencé à rentrer dans le vif du sujet. Avec les limites planétaires qui clôturent un peu la première partie de mon intervention, avec tout ça, nous avons un listing de tout ce qui déconne, en tout cas un certain nombre de choses qui déconnent. Et maintenant, on a les éléments, maintenant on peut commencer à réfléchir. C'est pas la fin de la conversation des trucs, c'est on n'a pas commencé à réfléchir. Typiquement, on ne sait pas comment ces choses interagissent les unes avec les autres. Et après, j'introduis la véritable systémique. Allez voir les confs. Parce que je sais pas, là, ça fait longtemps qu'on parle, on va pas non plus, voilà. Et donc, il y a un truc qui est incroyable, c'est que on a des sociétés humaines qui produisent tout un tas de problèmes. Ça se traduit dans des dépassements de limites à certains égards et encore d'autres choses. Et ensuite, ça rejaillit, en conséquence, ou ça va rejaillir sur les sociétés humaines. Donc, il y a sociétés humaines, nature, sociétés humaines, ou anthroposphère, système Terre, anthroposphère. Et après, il y a encore des rebouclages et des machins. Voilà. Et qu'est-ce que l'on fait quand on fait les limites planétaires? On se focalise sur les symptômes. On se focalise sur voilà ce qui déconne de ce que l'on voit. Alors qu'en fait, si l'on voulait vraiment comprendre la nature des problèmes et donc la nature de ce qu'on peut y faire, c'est plutôt dans la première étape qu'il faudrait se concentrer. C'est plutôt là, oui, mais d'où ça vient? Il y a une remise en question du système fondamental, si on se remet là, si on regarde pas juste les problèmes, mais si on regarde d'où ils proviennent. On raisonne comme si l'humanité était confrontée à des problèmes qui, c'est pas de peau quelque part, ils nous tombent dessus. Et du coup, on doit les résoudre. Et non, c'est pas du tout la bonne posture, hein. Une chose aussi que je dis souvent dans mes conférences, c'est pas, il y a pas de crise écologique. Et ça, c'est pareil, hein. Malheureusement, tous les militants écolos avec les meilleures intentions du monde, ils te disent il y a des solutions, et ils te disent aussi la crise écologique. Et on retrouve ça dans à peu près tous les rapports importants, la crise écologique. Les sociétés humaines ne sont pas confrontées à une crise écologique. C'est la nature qui est confrontée à une crise humaine. Voilà. C'est pas pareil. Et donc, l'important, c'est de se dire, mais c'est quoi le but? C'est de résoudre les problèmes. Dans quel but? On le dit jamais, en fait. Dans quel but? De continuer à des aménagements près, à des ajustements près, et de maintenir ce système, ces modes de vie, ce modèle économique. C'est ça le but. Il n'est jamais dit, mais par défaut, c'est ça. Ah ouais, mais ça va pas marcher. Donc le but, c'est pas de résoudre les problèmes. Le but, c'est de protéger la nature de nous. De préserver l'habitabilité de la planète Terre, puisque manifestement, c'est ça qui est en jeu. Et on sera gagnant au passage. Voilà. Et donc, ce qui est bizarre, c'est de se focaliser sur cette dimension écologique qui est très clivante. Parce que les écolos, machin et tout. Sur la dimension, par exemple, biodiversité, ça fait juste des années, des décennies qu'on a des publications majeures sur le sujet. Il a fallu, pour certaines personnes, l'épiphanie, la révélation est venue très récemment du rapport, je sais pas si tu as vu, publié en janvier par le gouvernement britannique, signé par, attention, des gens sérieux. Tu as le patron du MI5 et du MI6, qui sont les renseignements intérieurs et extérieurs britanniques, et qui signe un rapport dans lequel il écrit que la chute, l'effondrement de la biodiversité est une menace mondiale. Ah, si c'est eux qui le disent, d'un seul coup, ça devient important. Voilà. Bon, donc, quelque part, tu parles, mais la partie écolo, et quand je dis écolo, attention, je parle pas des écologistes, je parle des écologues. Je parle pas des militants, je parle pas d'Europe Écologie Les Verts ou d'autres partis. Je parle des gens qui s'intéressent à l'écologie en tant que science. Voilà. Mais ça intéresse très très peu de gens. Alors pourquoi focaliser là-dessus? Pour comprendre, c'est en amont qu'il faut se focaliser sur d'où ça vient, et pour mobiliser, c'est en aval qu'il faut se focaliser sur en quoi ça nous concerne. Voilà. Super.
on a quand même fait un bon tour d'horizon. Il me semble. C'est très bien. Non, c'est bien. Je sais pas, classiquement, est-ce qu'il y a une lecture récente que tu me recommanderais? On a parlé de Painter, on a parlé de Limits to Growth de Meadows. Bon, tout ça, c'est du classique. Est-ce que, plus récemment, il y aurait quelque chose que tu recommanderais? Alors, c'est un bouquin collectif, mais qui a été lancé, qui a été synchronisé, comme on dit, piloté par un gars qui s'appelle Lucas Ferelst. Et Lucas Ferelst est un type de grande qualité, mais les co-auteurs ont fait... Tu connais? Il a publié sur Place des Échecs à propos de ce livre. Ah ben voilà, voilà. Et donc non, il est chouette Lucas, mais au-delà de ça, le travail est de grande qualité. C'est-à-dire il y a un niveau d'exigence de manière générale sur la rigueur, voilà, et qui est important. Et c'est quoi ce bouquin? Alors le titre est une catastrophe. Mais voilà, je le dis, hein, j'ai pas peur de le dire. Je suis désolé, le titre, c'est l'éditeur qui l'a choisi, hein, c'est pas les auteurs, et c'est un titre de merde. Voilà, titre de merde, parce que ça ne dit rien, ce titre. Heureusement, il y a un sous-titre qui est intéressant. Voilà, le titre, c'est Manuel d'un monde en transition, avec S entre parenthèses à la fin. Ça ne dit rien, c'est totalement bateau, quoi. Ça ne fait pas envie. Le sous-titre est intéressant. 101 obstacles au changement, 101 pistes d'action. Ce qu'ils ont créé, c'est rien de moins que la base méthodologique et une sorte d'appel et les prémices, en fait, de la création, on espère que ça va pouvoir se faire et s'organiser concrètement, de la création d'un nouveau champ disciplinaire qu'ils ont décidé de nommer l'impédimentologie, sachant que impediment ou impedimentum, enfin, je ne sais plus, en latin, c'est l'obstacle. C'est la science des obstacles au changement et de comment tu peux éventuellement gérer ces obstacles, les diminuer, les éliminer, les surpasser, les contourner, etc. Donc, différentes catégories d'obstacles, divisées en 4 grandes catégories. En plus, c'est assez beau le travail qu'ils ont fait graphiquement. Et pour chaque catégorie d'obstacles, des stratégies ou des pistes de stratégie, etc. Mais ce n'est que les prémices. L'idée, c'est allons-y, créons un véritable champ disciplinaire et tout un travail sur l'impédimentologie. Donc, dans le sillage de cet ouvrage, qui est vraiment très très bon, et pas comme ma postface, dans le sillage de cet ouvrage a été créé l'I3, l'Institut International d'Impédimentologie. Pour l'instant, il est international parce qu'il est franco-suisse. Mais bon, on espère que voilà. Et j'en suis, figure-toi, c'est très récent, mais j'en suis le président. Voilà, je suis le président. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, je suis pas le fondateur, mais j'ai accepté ce rôle de président parce que je pense que c'est absolument majeur, comme je le disais tout à l'heure. Et peut-être pour expliquer pourquoi je dis ça, et vraiment après j'arrête, parce qu'en fait ça manque. Et c'est complètement fou de se dire que on réfléchit à des stratégies sans avoir une vision correcte, concrète, assez systémique de où il y a des blocages et comment les contourner pour pas continuer comme des idiots, comme des lemmings là qui comme dans le jeu Lemmings, c'est un vieux jeu ça. C'est très vieux. À buter contre un mur machin et tout et ça non, mais il y a un moment tu contournes, il y a un moment tu te prends du recul, il y a un moment tu te dis c'est pas la bonne nature de levier. Il y a un moment tu te dis putain, j'ai 5 problèmes là et quand j'essaie de résoudre celui-là, ça aggrave les autres. Alors qu'en fait, il y a un autre levier de niveau supérieur, si tu l'actives, ça résout les 5 en même temps. Et ce livre fait ça. OK, non monsieur. OK. Et ce livre fait ça, quoi. Te fait naviguer à travers les obstacles et ce chemin de limite. Voilà. Okay. Donc, on a aujourd'hui une faute méthodologique majeure qui est commise par à peu près tout le monde sur les enjeux de notre temps. C'est les plus grands enjeux, quoi, peut-être de l'histoire. Donc, d'un côté, on a des scientifiques qui nous produisent des connaissances et ils font ça très bien. La méthode scientifique est loin d'être parfaite, mais c'est ce qu'on a de mieux, voilà, pour comprendre le monde. Et de l'autre côté, on a, bon, alors, avec ces données de sortie, qu'est-ce qu'on fait? Et on réfléchit à ce qu'on peut faire. Alors, je suis désolé, mais il y a au moins 3 étapes qui manquent. Ce ne sont pas des données de sortie. Elles sont produites en silo, par des gens qui sont tous hyper spécialisés. Ça ne peut pas fonctionner pour un problème. Ça peut fonctionner, ce réductionnisme et ce silotage, ça peut fonctionner pour un monde simple et éventuellement, dans certains cas, pour un monde compliqué, mais pas pour un monde complexe. Quand on est dans des systèmes dynamiques complexes, c'est le cas de nos sociétés, c'est le cas du système socio-écologique global qui est l'anthroposphère et les systèmes terre interconnectés. Ce sont des systèmes dynamiques extrêmement complexes et là, ça ne marche plus, ce réductionnisme cartésien. Et donc, on a besoin de systémique, éventuellement un peu de dynamique des systèmes, ou c'est de la modélisation, mais de systémique. On ne peut pas tout modéliser, mais on peut tirer quand même un certain nombre de principes, un certain nombre de leviers, et arrêter de se leurrer quant à la capacité de résolution de problèmes de certains types de leviers qui ne sont pas adaptés aux problèmes qu'ils disent, ou qu'ils prétendent, ou qu'ils veulent, ou qu'ils croient gérer, ou traiter. Donc, il faudrait que toutes les données
ou de la connaissance produite par les scientifiques ne soit pas considérée comme des données de sortie, mais comme des données intermédiaires, qu'il faut ensuite rentrer dans une autre étape de comment on essaie de voir comment tout ça fonctionne. Et là, on ferait intervenir la brique impédimentologie, qui est que il faut aussi considérer partout où ça bloque, partout où ça verrouille, pour voir les chemins restants. Et une fois qu'on aurait fait ça, même si une fois de plus, c'est pas parfait, c'est pas modélisable à 100%, une fois qu'on a fait ça, là, il faudrait se poser la question, non pas qu'est-ce qu'on fait, non pas la stratégie, mais c'est quoi les nouveaux objectifs? Parce que l'objectif par défaut, j'ai dit tout à l'heure, on pose jamais la question de l'objectif par défaut, c'est continuer. Bon, il n'est plus viable cet objectif. Donc à ce moment-là, on aura les clés pour redéfinir l'objectif. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra réfléchir enfin à des stratégies pour y parvenir. Et toutes ces étapes manquent. Et il y a une sorte de raccourci, on est tous dans des raccourcis simplistes. Et c'est quasiment devenu impossible. Je te remercie, on va arrêter. Je te remercie d'avoir pris du temps parce que voilà, c'est un peu long peut-être pour certains, mais développer une pensée complexe, ça prend du temps. Voilà. Donc les formats courts, les interviews, t'as 20 secondes, c'est pas possible. On simplifie tout, on croit qu'on est plus efficace, mais en faisant ça, on est certain de se tromper. Donc les solutions, jusqu'ici elles marchent pas. C'était une bonne conclusion, et avec beaucoup d'arguments au passage. Les solutions marchent pas, c'est pas une bonne conclusion. Tous sur le pont, c'est une meilleure conclusion. Voilà, effectivement, t'as dit des choses plus concluantes que ça au cours de l'interview, et les solutions marchent pas, c'était un des arguments intermédiaires, on va dire. Non, mais blague à part, merci beaucoup Arthur, merci, et à bientôt. Moi, Cyrus, toujours un plaisir. Au revoir.